Salut à tous, c'est le coup du chapeau, on se retrouve pour un nouveau live, une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien, en compagnie de Johnny. Pascal n'est pas là cette fois-ci. Joe, comment ça va? Ça va et toi, Axel? Ça va, super. Ouais. Et ben cette fois, le sujet, je comptais parler de la Ligue 1 et la Ligue des Champions comme chaque semaine. Ça aurait pu, oui. Et puis je trouve ça un peu redondant, on tourne un peu autour du pot. Donc je me suis dit, comme le live dernier était très intéressant, on a parlé des joueurs iconiques, vous pouvez revoir la vidéo sur YouTube chez Joe. Je me suis dit, en fait quand on en a parlé, c'est vrai que ça te ramène les joueurs iconiques, ça te ramène en enfance si je puis Oui, dire. oui, totalement. Ça te ramène sur ce qui t'a fait aimer le football. Ouais. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais parler de notre amour pour le foot. D'accord. Alors déjà, je voulais attaquer vraiment dans le vif du sujet. Ouais. Euh, Est-ce que tu me permets de faire une toute petite parenthèse très rapide? Allez, vas-y. Voilà, parce que, en fait, alors pour ceux qui ont vu le coup du chapeau, enfin ceux qui regardent ou quoi, ceux qui tomberont sur la vidéo de la semaine dernière, comme j'aime bien être juste dans mes propos, je voudrais faire une petite rectification par rapport à quelque chose que j'ai dit. Voilà, je me suis trompé à un moment donné, et c'est important pour moi de rectifier la chose. J'ai parlé de Berti Vogts, voilà, très grand latéral du football allemand. L'allemand, ouais. Et je l'ai nommé en tant que latéral gauche. Alors sacrilège, Berti Vogts était un très grand latéral droit. Voilà, c'est la seule chose que je voulais rectifier pour pas donner de fausses informations à ceux qui suivent, le coup du chapeau et voilà ceux qui verront cette vidéo où je dis le grand latéral gauche Berti Vogts, ce n'était pas du tout un latéral gauche, c'était un latéral droit. Voilà, c'est la seule chose que je voulais rectifier. Je m'excuse, Ouais, Axel. c'est pas grave. Avec tout ce qu'on dit de véridique, on peut Oui, se voilà. tromper quelquefois. Oui, tu vois. souvent parce que souvent Voilà. je m'emballe. Voilà. Donc, ouais, moi je voulais partir sur l'amour du foot. Et en fait, la première question, qui est bête, mais pas très simple. Qu'est-ce que tu aimes le plus entre le football? En fait, qu'est-ce que tu aimes le plus entre l'OM et le football? Entre les deux, ce que j'aime Ouais. le plus. Est-ce qu'en fait, c'est l'OM qui te fait suivre le football ou c'est le football qui te fait suivre l'OM? Je vois ce que tu veux dire. Alors en fait, Elle est pas simple. ouais, mais J'y réfléchis. j'ai une drôle de réponse, même encore un peu ambiguë, mais je pense que tu vas comprendre. Je pense que avant tout, mais heureusement à travers le foot, donc le foot est important, moi ce que j'aime c'est la compétition. Je pense que j'ai un sens très aigu de la compétition, qui est un peu même, je vais pas dire surnaturel, ça serait abusé, mais j'aime énormément la compétition. C'est pour ça que j'ai cet attachement à la Coupe du Monde. Mhm. Maintenant, entre l'OM et le foot, alors c'est marrant parce que au fil du temps, tout à l'heure tu as parlé de l'enfance, au fil du temps, la, la réponse est différente. À l'époque, je t'aurais dit légèrement plus le foot que l'OM, Ouais. même si pourtant j'ai grandi dans le plus grand des OM. Hein, j'ai eu cette chance-là. Mais aujourd'hui, je te dirais peut-être légèrement plus l'OM que le foot, mais l'écart est moins grand qu'à l'époque entre le foot et l'OM. Je veux dire, parce que j'aime toujours autant le foot. Hein. Voilà, Ouais. j'aime toujours autant le foot, mais je n'aime pas le foot comme je l'aimais avant. Est-ce que tu m'as suivi? Oui. Voilà. Moi, je suis d'accord. Enfin, Voilà, je suis un peu dans la même pensée que toi. dans la même optique. C'est pour ça. Parce que le foot, il a changé. Oui, C'est une vérité. c'est une vérité. Je regardais. Alors, il faudra que tu regardes un youtubeur qui s'appelle Zach Nani. Truc en roue libre, là. Zach en Tu roue m'en as libre. parlé une fois. Voilà. J'ai vu une émission de lui, elle était bien. Et ben voilà. Et ben il était avec Pablo Longoria mardi. Ok. Je me suis régalé. Je l'ai regardé aujourd'hui. Hein. Pablo Longoria est allé chez lui. Ouais, c'était super, très intéressant et il Ouais. parle de toute sa carrière, etc. Et donc il lui a posé un peu, en plus c'était drôle parce qu'il lui a parlé, il lui a posé de la question de qu'est-ce qui était bien dans le foot avant comparé à maintenant, Surtout que lui, il est en capacité de répondre, Longoria. complètement. Et donc il disait que le football avant était plus romantique. Totalement. Ah, totalement. Toi tu es d'accord avec lui? Ah, bah, on est tous d'accord avec lui. Et le mieux pour la meilleure personne pour t'en parler serait Didier Roustan. Mais Oui. bien sûr que lui qui a tout connu, qui a tellement approfondi tous les sujets qui tournent autour du football sur tous les continents, vu qu'il est né en Afrique, il connaît très bien le football africain, que son football préféré c'est le football d'Amérique du Sud, et que voilà, il a une connaissance aussi énorme du football européen. Donc s'il y en a un qui peut te parler de ça, c'est ça. Et surtout qu'il a vécu dans les plus belles années du football romantique, qui sont 70-80 je dirais. Pour d'autres ça peut être un peu avant les années 60. Et puis pour moi, c'est 80-90 parce que c'est aussi le football avec lequel j'ai grandi. Et ce que tu as relevé la semaine dernière sur les joueurs iconiques,
C'est fou comme moi, ça m'a impacté, déjà pendant la vidéo. Et je me vois en plus te répéter plusieurs fois que tu as soulevé quelque chose de puissant, et c'est vrai. Et, et puis même après, j'y ai pensé, et j'y ai pensé toute la semaine. Je me suis même dit à un moment donné, enfin, je me suis dit à un moment donné, pour te dire, parce que je continue mes vidéos YouTube, parce que moi, je me suis rendu compte qu'en fait, tu avais raison, c'était plus l'OM que le foot aujourd'hui. Même si j'adore le foot. C'est là où je voulais en venir. Tu vois, hier, j'ai regardé la Ligue des Champions, et je l'ai regardé tout en parlant avec Marie, qui a regardé avec moi. Marie, c'est ma femme. Hein. Voilà, et avant, je regardais pas comme ça. Je regardais, tu vois. Ouais. Bon, et puis bon, après, des fois, je suis avec Pascal, c'est vrai qu'on tchatche un peu. C'est vrai que, par contre, quand je suis seul, je suis quand même assez concentré sur les matchs. Et c'est vrai que je les analyse beaucoup plus, beaucoup mieux aussi. Mais avant, ça aurait pas été possible, il y a quelques années en arrière, tu me vois me lever pendant un match, genre à la 20e minute, aller me chercher un coca ou quoi, et prendre mon temps, tu sais. Prendre mon temps, faire un bisou à mon fils, revenir devant la télé. À l'époque, je décollais pas du truc, tu vois. Et en fait, c'est ça. Il y a que quand c'est l'OM, parce que je fais quelques analyses d'après-match qui font que j'essaie de pas être emmerdé quand je suis le match, que c'est pas toujours simple. Et même, voilà, et en plus, je me rajoute ça, donc des fois, le plaisir, il est moins fort, parce que tu dois analyser aussi. Mais c'est vrai, oui, c'est vrai que par rapport à ce que tu as dit, je sais même plus c'était quoi la question de départ, romantique. Voilà. C'est vrai que, ouais, je trouve que c'est moins, c'est ce que tu as soulevé, les joueurs surtout. Alors c'est vrai que quand je suis parti de chez toi la dernière fois, moi j'ai pensé à Harry Kane. J'ai pensé à Harry Kane qu'on n'avait pas cité, qui fait penser de ces joueurs qui peuvent être iconiques. Oui. Et qu'on en parlera dans quelques années. Oui. Voilà. Et pourtant il n'a pas de trophée. C'est ça qui est fou. Et tu vois, c'est fou comme Zlatan Ibrahimovic qui n'a jamais gagné la Champions League. Mais c'est vrai que pour moi, il fait partie, Harry Kane, lui, de ces joueurs qui seront iconiques. C'est vrai qu'on a cité son compatriote Jude Bellingham, mais qui a encore été très bon hier soir. D'ailleurs, je suis très content de la performance qu'il a réalisée hier soir. Voilà, c'est bien de voir qu'il est de retour. Et puis voilà, il y a son compatriote Harry Kane, donc c'est bien, ça en fait 2 pour l'Angleterre. Donc voilà, il y a quand même ces deux-là. Il y a Lewandowski qu'on a déjà cité, mais qui reste quand même iconique pour moi, qu'on n'oubliera jamais. Mais c'est vrai qu'après, il faut les chercher. C'est ça le problème, c'est qu'il faut un peu trop les chercher. Il faut un peu trop les chercher. C'est vrai que tu as parlé de Müller, et tu as à juste titre. Tu as bien fait de parler de Müller, parce qu'on ne l'oubliera pas. Mais c'est vrai que quand des fois, tu as fait des comparaisons aussi, toi, avec d'anciens joueurs. Et c'est vrai que moi, quand on connaît encore plus des anciens, je me vois pas. Je me vois peut-être pas. Alors, c'est vrai que c'est un très bon exemple, Müller. Je trouve que c'est un très bon exemple, Müller, parce que tu vois, ça me trouve dans mon esprit. Ce que j'allais te dire, je me vois pas parler de Müller comme au Bayern ou en Allemagne, on parlerait de Lothar Matthäus, tu vois. Celui qui est ballon d'or. Non, parce que c'est un joueur très atypique, Müller. Voilà, c'est ça, il est très atypique un peu, tu vois, comme était atypique Pippo Inzaghi, voilà, tu vois. Pippo Inzaghi est resté dans les mémoires. Et moi, sur la squad droite Zora de 2006, j'en retiens 10 avant lui, tu vois. Et pourtant, il était là et il est resté dans les mémoires par rapport à tout ce qu'il a fait à la Juve. Et il a marqué la Coupe du Monde de sa façon, Kai Müller. Ah oui, bah, il est meilleur buteur en 2010. Hein. Voilà. Il est meilleur buteur en 2010, co-meilleur buteur avec Schneider. Il a 10 buts en tout. En Coupe du Monde ? Ouais. Je crois qu'il a 10 buts parce que il était à 4 de Gerd Müller, je crois que c'était ça. Non ouais, je crois qu'il avait fait 5, 5 et 0. Et la dernière, c'est Klose qui est très bien classé. Je crois qu'il est le premier d'ailleurs. C'est lui le premier 17, je crois. C'est 15 ou 16, je sais plus. 16. Il est devant Ronaldo en tout cas. Mais ouais, voilà, donc c'est vrai que comme ce que tu as soulevé est très intéressant. Et c'est vrai que ça fait peur parce que si on ne trouve plus de ce genre de joueurs, tu vois, tu prends l'équipe d'Espagne à l'Euro 2024, c'est un collectif. Ouais. C'est un collectif. Et pourtant, on a vu des Nico Williams, des Lamine Yamal, Rodri, t'as l'autre là de Paris qui a fait une. Comment il s'appelle ? Fabien Ruiz. Oh, merci. Fabien Ruiz qui a fait un super Euro. Carvajal aussi. Voilà. Mais c'est un collectif. C'est un collectif. Alors, oui, parce que là, tu prends en comparaison la dernière équipe d'Espagne ayant gagné l'Euro. Oui, c'est ce que tu veux. Tu sors tous les noms ? On peut les sortir. Hein. Oui, tu peux Casillas. Tu sors le 11. Il y avait Casillas ? Non ? Tu parles de quelle équipe ? La dernière équipe d'Espagne ayant gagné l'Euro. Pas 2024 ? Non. Ah oui. Non, là, je voulais te faire la différence. J'avais pas compris. Ah oui, bah, bien sûr, tu peux. Parce que là, on parle vraiment d'un collectif, alors que là, certes, c'était un collectif, oui. mais avec des noms Xavi, Iniesta, Xabi Alonso, Sergio Busquets, David Villa, Torres, Puyol, Piqué. Non, mais tu as cité les noms. Je sais pas si tous sont iconiques, mais 80% le sont. Ouais, après je dirais 70. Je dis ça, ouais, voilà, si tu veux, mais dans l'idée.
Je mets pas Piqué, c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça que j'avais dit 80%, j'avais piqué aussi. Oui, non, mais Sergio Ramos, comme tu l'as dit. Ou Sergio Ramos aussi, bien David sûr. Villa. Il y avait Casillas. Casillas, et c'est marrant parce que ces joueurs-là, tu les prends 2 ans avant, en 2006, ils se font sortir par la France. Et tu vois que c'est une équipe qui monte en puissance. Bon, en 2008, au milieu de terrain, tu avais aussi un très bon Marco Senna qui n'a pas réitéré ses exploits, qui n'a pas pu être sélectionné. Celui qui joue à Villarreal, non? Ouais, il jouait à Villarreal, qui avait été très bon pendant l'Euro 2008. Et c'est vrai qu'on l'a oublié parce qu'après, finalement, il n'était pas là en 2010, tu vois, donc c'est un peu bizarre. Après, il y avait du monde. Il y avait énormément de monde, Fabregas. Mais voilà, mais après, c'est vrai que quand tu prends un peu plus de hauteur sur ça, tu vas les citer. Mais je suis sûr que toi, comme tu es passionné de football, je suis sûr que dans 10 ans, tu pourras me sortir au moins la moitié des joueurs de l'équipe d'Espagne de cette année du 11 titulaire. Moi, j'en suis sûr que tu pourras. Peut-être. Si, j'en suis sûr. Peut-être, mais. Parce que tu es passionné de foot. Ouais, mais est-ce qu'ils ont eu l'impact que les prédécesseurs? Non, je pense pas. Ah non, pas du tout. Non, c'est pas ce que je dis. Mais si tu veux, par exemple, moi, si je prends de la hauteur sur cette équipe qui a dominé le football européen de 2008 à 2012, parce qu'en 2014, ils se sont littéralement écroulés, et bien, par exemple. Je dirais que Fabregas était un très bon joueur, voilà, mais je ne le mettrais pas iconique. Entièrement Tu d'accord vois. avec toi. Mais par contre, oui, je te rejoins sur Xavi Iniesta. Mais je te rejoins. Xabi Alonso, point d'interrogation. Entre les deux. Je pourrais pas le mettre iconique. Presque. Non, moi non, je ne mettrais pas iconique. Et pourtant, j'aime beaucoup Xabi Alonso parce qu'il joue que dans des clubs que j'aime. Mais je le mettrais pas iconique. Non, ni lui, ni Fernando Torres. David Villa. Je mettrais David Villa cheveu devant Xabi Alonso, parce qu'à chaque compétition, il confirmait. Ouais. Et puis si tu veux, il a même battu le record de Raoul, tu vois. Oui. Et certains vont te dire Raoul, c'est l'icône du Real, Oui. tu vois, encore aujourd'hui. C'est peut-être l'un des plus grands attaquants de l'histoire de l'Espagne. Raoul, Emilio Butragueño, David Villa, je pense qu'on a cité les trois. T'avais, comment il s'appelle Di Stefano était espagnol, c'était un Argentin. Alors Di Stefano, il avait une nana, alors c'est compliqué, alors ça faut regarder parce que j'ai vraiment pas envie de donner de mauvaises informations. Moi j'ai grandi avec des VHS où il était argentin, et j'ai grandi avec des DVD où il était espagnol, donc voilà. D'ailleurs je crois que la Coupe du Monde, je sais même pas s'il a fait, et je crois que s'il a fait, c'est sûrement pas avec l'Argentine, je pense que c'est avec l'Espagne. Donc sa nationalité, et alors on le dit de nationalité espagnole. Et moi j'ai grandi avec des VHS où il était argentin, donc son histoire faudrait vraiment comment on dit, la mettre au clair. La mettre au clair, mais voilà. Je peux pas donner de certitude sur sa nationalité, mais ce qui est sûr, c'est que c'est entre espagnol et argentin, mais officiellement, il me semble que c'est espagnol. Voilà. D'accord. Voilà, Di Stefano, voilà, c'était. Par contre, Di Stefano, c'est un très très grand joueur. C'est un très très grand joueur. Par contre, oui, ses qualités, moi je peux t'en parler. C'était un des plus rapides. C'était c'était le joueur. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'histoire du foot, bon, à part je mettrais Eusebio et Pelé peut-être dans le même registre, mais qui était aussi complet, il y en a pas 50 000. Quoi. Après, t'en as d'autres, il y en a qui vont te dire Kenny Dalglish, il y en a qui vont te dire Georges Best. Mais de ce que j'ai vu, de la sensibilité que j'en ai, de ce que j'en ai perçu, je pense qu'en termes de joueur complet, Di Stefano, c'était quelque chose. Voilà, c'était un joueur vif, percutant, qui prenait souvent le côté, et qui était aussi polyvalent. Et qui était un leader technique. C'était une idole de Zidane. Di Stefano. Non. Alors il aimait beaucoup, puis en fait si tu veux, quand tu arrives à Madrid, tu sais que l'idole une des plus grandes stars, une des plus légendes de l'histoire, c'est Di Stefano. Mais c'est le joueur qui vient en premier avant Valdano, avant Butragueño, avant Raoul même. Et voilà, c'est le plus grand. C'est le plus grand. Moi, j'ai fait quand je suis parti à Madrid pour voir un match de Ligue des Champions contre Galatasaray, alors je suis bien tombé parce qu'ils en ont planté 6. Je parlais un peu autour du stade et alors je leur disais, parce qu'eux ne m'en parlaient pas forcément les Madrilènes, mais moi je leur disais Di Stefano, et tu vois, il a les yeux, mais Di Stefano, tu vois. Mais c'est aussi des gens qui étaient jeunes et qui savaient mais qui n'ont pas approfondi le truc non plus, tu vois. Ouais. Voilà. Et voilà, donc moi je veux pas m'aventurer sur sa nationalité, mais je pense que il est d'origine espagnole. Voilà. Mais il y a un truc avec l'Argentine. Ouais, je crois qu'il est argentin naturalisé espagnol. Je crois que c'est ça la vraie version officielle, c'est celle-là. Mais il faut vérifier. Mais moi je crois qu'il est argentin naturalisé espagnol. Et voilà. Et après je crois qu'il a fait une Coupe du Monde avec l'Espagne, alors toujours pareil à vérifier, et qu'il n'a pas été très performant pendant cette Coupe du Monde d'ailleurs, je crois. Alors là je te parle de mes vagues souvenirs de ce que je lisais et vu et entendu sur Di Stefano. Bon, c'est à vérifier, voilà. Il y en a qui sont plus experts que moi qui pourront le dire. Mais sinon oui, voilà, il fait partie des légendes, quoi, Di Stefano. Oui, bien sûr. Voilà. Si on revient sur Marseille. Oula. Ouais, voilà, parce que bon. Ouais. Ce qui nous fait vivre, nous,
actuellement, c'est pas. Enfin, faut le dire, c'est pas le foot, c'est nos clubs. Oui. En premier lieu, même si le football Alors, reste. alors, je peux rajouter un truc Vas-y. par rapport à ce que j'ai dit au début, le club, et en ce qui me concerne aussi la compétition. Ouais. C'est-à-dire que moi, la Ligue des Champions, je ne la rate pas. Il n'y a pas l'OM. Hein. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, ils sont même pas en Europa League. Mais la Ligue des Champions, je ne la rate pas. C'est-à-dire, il peut ne pas avoir l'OM. Pendant des années, il n'a pas eu l'OM, d'ailleurs, souvent. Mais j'ai toujours regardé la Ligue des Champions. C'est mon rendez-vous. Oui, mais. Vas-y, dis-moi. Mais. Aujourd'hui, Ouais. mercredi, soir de Ligue des Champions. Oui, Tu as le Real Madrid, tu as Liverpool, un soir de Ligue des Champions normal. d'accord. Actuellement. Oui, Et tu as un match décalé de Ligue 1. oui. Problème intempérie à Saint-Etienne, on Ouais, sait qu'il ouais, neige ouais. beaucoup. Ouais, Le match est ce soir, Marseille-Saint-Etienne, Marseille-Grenoble, on s'en fout. oui, oui. Tu regardes quoi? Eh ben écoute, beaucoup de gens vont regarder la Ligue des Champions, mais moi je regarderai l'OM. Ah oui, mais oui, mais Ouais. voilà, c'est là où on Il y en a... revient. Je vais t'expliquer un truc. T'as été trop fort sur ce que tu viens de me dire. Il y a... Ça m'avait marqué. Il y a 7-8 ans, à peu près, je ne pourrais pas te dire exactement. Hein. Tu sais, souvent ils te font les week-ends où ils te mettent Real Barça, OM PSG, Inter Milan. Enfin, tu C'est vois. tout le temps les mêmes week-ends, Ouais, ils nous emmerdent. Hein. Ouais, souvent ils te font ça. Et c'était une époque où l'OM n'allait pas très bien. Et le match se jouait exactement au même moment que... C'est mon collègue qui a essayé de m'appeler, il me dit je comprends pourquoi tu me réponds pas. Eh oui, c'est normal, je suis là, Eh oui, oui. Il est occupé, hein. on bosse. On essaye. Et ouais, je te disais, donc il y avait au même moment exactement, il y avait OM PSG, alors avec un petit OM, et un Real, Rien de Barça, je crois que c'est l'OM de Mitchell, donc je laisse imaginer. d'accord. Et tu avais un Real Barça, mais au En même termes de moment, temporalité, c'est quoi ça? C'est 16. 2016. À peu près, c'est dans ces eaux-là, hein. Ouais. 2016-2017, c'est dans ces eaux-là. Donc le Barça de Luis Enrique qui joue très bien. Et puis le grand Barça, en Ouais. fait, avec toutes les stars, tu vois. Et en fait, je reçois et je mets mon snap. C'était MSN contre BBC. Voilà, c'est ça. C'est exactement là où je voulais en venir. Et en fait, il y a un gars, il me répond, mais un supporter de l'OM en plus, hein, que je ne citerai pas, qui me dit mais t'es sérieux là? Parce que j'avais snappé que je regardais l'OM, tu sais. Je fais quoi? En fait, je regarde l'OM? Je fais bah ouais. Il fait, mais il y a le classico, ça prend du Real Barça. Mais... Moi, c'était pas mon classico c'était OM, PSG, bien tu sûr. vois. Et en fait, j'ai compris là que même les supporters de l'OM, alors c'est pas des vrais pour moi, hein, alors je le dis, hein, ils étaient choqués, comme c'était un OM qui allait pas super bien, que je regarde l'OM plutôt que Le grand match, le grand- que que le le match Real le plus Barça. attendu Voilà. sur la planète Donc ta football. question, ton exemple était très pertinent. Oui, parce que moi, si je me fais la question, Lyon, on peut jouer un match amical, que je regarderai Lyon jouer, même un match amical qu'un match de Ligue des Champions. C'est excellent comme exemple parce que moi, j'en serais pas à ce niveau-là. Je regarderai un match officiel, mais si c'est un match amical de l'OM et c'est la Ligue des Champions, je regarderai la Ligue des Champions. Et c'est un match amical, hein, je te Ouais, parle. ouais. Après, si c'est un match de championnat de Ligue 1, pas de. Voilà, championnat de Ligue 1, Marseille, Arles-Avignon même. Si c'est un match de Coupe de France, Marseille, Libourne-Saint-Seurin. Je sais pas pourquoi je prends toujours cet exemple de eux. Tu as vraiment une Ouais, dent contre je crois eux, que c'est c'est terrible. c'est Valbuena avec c'est pas quand il venait de là-bas, j'en sais rien. Bon, allez, Marseille, Canet-en-Roussillon. Marseille, Canet-en-Roussillon, Coupe de France ou Real Barça, je vais regarder Marseille, Canet-en-Roussillon. Ouais, Tant que le match reste officiel. Après, si c'est un match amical, non, je regarderai la Ligue des Champions. ouais. Ouais. Mais C'est à des degrés différents. mais ouais, mais ça prouve quand même Ouais. que tu places, comme je pense 90% des gens placent leur club avant le football. C'est ça. Parce que c'est vrai que placer son club avant le football, dans l'idée, ça veut rien dire. Oui. Mais là, l'exemple, c'est vraiment ça. Un grand match où ton club qui joue contre une petite équipe, ou peu importe, c'est là où Oui. tu vois vraiment Non, c'est vrai, c'est très intéressant. ce qui te fait vivre. C'est presque psychologique comme sujet, tu vois, je trouve. Parce que tu peux. Tu vois, pourtant, moi, c'est marrant parce que j'essaie justement de. Des fois, c'est en nous, c'est imprégné. Voilà, on est imprégné par le truc. Et pourtant, moi, des fois, j'aimerais me détacher du truc. Tu vois, notamment quand je parle de ma chaîne YouTube. Ouais. Parce que l'OM, c'est ma vitrine, on va dire. C'est ma vitrine, c'est les débriefs de match et tout. Et au début, quand j'ai créé cette chaîne, c'était pas forcément faire des débriefs que sur l'OM. C'était pour faire une chaîne sur le foot. Ça aurait pu être différents sujets, comme on peut aborder ici.
ou des docs vidéo que j'aurais créés. Là, d'ailleurs, j'essaie d'en faire actuellement. Mais c'est vrai que le truc de l'OM m'a rattrapé. Et je suis rentré dedans, et puis bon, je regrette pas, parce que c'est mon club, comme tu dis. Et c'est vrai que ouais, t'as raison, t'as pas tort sur ce que tu dis. Pas dire le contraire, hein. Pas dire le contraire. Le club, il fait plus. Actuellement, le club est plus important que. Et en plus, à l'époque, euh, j'ai eu ce truc, un peu comme toi avec le Grand Well. Oui, que j'ai pas beaucoup connu non plus. J'ai eu ce truc de commencer avec le. Alors, évidemment, la Coupe du Monde 90, qui est ma Madeleine de Proust à moi. Euh, mais derrière, direct, je suis avec mon cousin. On regarde cette Argentine-Cameroun. Et après, mon cousin, je suis la Coupe du Monde. Pas qu'avec lui, évidemment. Je regarde beaucoup de matchs tout seul. Pas tous, mais j'en regarde beaucoup. Et puis, je vais dans un quartier populaire de la ville où on vit. Et pendant cette Coupe du Monde, ça parle beaucoup de Chris Waddle. Et Chris Waddle, il jouait où à cette époque? Il jouait à l'OM. Donc ça me fait m'intéresser à Chris Waddle. Et ça me fait m'intéresser à Marseille. Mon grand-père est marseillais. J'ai habité à Marseille les 4 premières années de ma vie. J'ai passé tous mes étés à Marseille jusqu'à l'âge de mes 13-14 ans. Et bien plus. Mais surtout, voilà, c'est des étés complets, je te parle, de 2 mois. Et puis, voilà, on était dans une époque où l'OM, c'était les Galactiques. Alors, je vais pas partir sur l'OM, sur le sujet OM. Mais tout ça pour dire que ce truc-là, en plus, a rajouté aurait pu me faire peut-être plus aimer l'OM que le foot. À ce moment-là, cette passion-là m'a fait naître du foot. Mais à la base de tout, ça n'a pas été l'OM. Ça n'a pas été l'OM. Ça a été la Coupe du Monde 90. La compétition, des nations qui s'affrontaient. Moi qui avais un truc avec les drapeaux, je sais pas pourquoi, psychologiquement, bref. Ça n'a pas démarré par l'OM. Ça se relie beaucoup les drapeaux au foot, je trouve. Ben ouais. Parce que j'avoue que moi, j'ai commencé avec une Coupe du Monde aussi comme toi, en 2006, quelques années après. Ouais. Et c'est vrai que j'étais beaucoup à l'école. Après, quand j'avais fini mes devoirs, que j'étais en études, quand j'ai fini mes devoirs, je prenais un dico et je regardais tous les drapeaux. Ah, ben c'était vraiment. Tu vois, ben moi, c'est avec un dictionnaire. C'est avec un dictionnaire. Ouais, c'est ça, un dictionnaire. Ouais, c'est un dictionnaire que ma grand-mère avait acheté un dictionnaire là où elle travaillait, à la cave de Chusquin à l'époque. Et je récupère ce dictionnaire, à la fin, t'as plein de drapeaux. Ouais. Et t'es enfant, t'aimes les couleurs, t'aimes les carrés, t'aimes les drapeaux, t'as envie d'apprendre, et je sais pas pourquoi, ça intéresse déjà. Moi, ça m'intéressait. Et comme je te dis, quand il y a eu ce Cameroun-Argentine, j'étais avec mon cousin, je m'en foutais un peu de ce qui allait arriver à la télé, mais lui, il était un peu plus âgé. Plus âgé que moi, et il a joué au foot très tôt, à 4 ans, et donc lui, il a 9 ans en ce moment, donc ça fait déjà 5 ans qu'il est en train de jouer au foot. Donc il est en plein dedans. Il est en plein dedans, moi je n'ai pas une année de foot dans les jambes. Et il y a la Coupe du Monde, tu sais. Et moi, mon cousin, je l'adorais, on se pose et tout. Je regarde le match avec lui, tu vois, on va voir du foot et tout. C'est comme dans Olivier Tom. Alors Olivier Tom, c'est un manga que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est de plus que maintenant, même dans des émissions de TV très connues, on en parle. C'est assez marrant. Et donc, fan de drapeau, fan d'Olivier Tom, ça, je parle souvent moins d'Olivier Tom, mais ça y a joué aussi. Et ben je regarde la Coupe du Monde. Et c'était une Coupe du Monde marquée par des personnalités extraordinaires. Le gardien René Higuita, le Camerounais Roger Mila, le dieu du football Diego Maradona, Chris Waddle, que j'ai découvert petit à petit pendant cette Coupe du Monde, où tout le monde, dans le quartier populaire où j'allais dans ma ville, tout le monde ne voyait que par Waddle. Ouais, c'était la star. C'était la star parce que c'était le dribbleur, le technicien. Ouais, le technicien. Voilà, en plus fantasque et tout, tellement atypique comme homme et comme joueur. Voilà, il y avait Carlos Valderrama, il y avait beaucoup de joueurs. Il y avait la grande équipe d'Italie avec Toto Schillaci, Roberto Baggio, Paolo Maldini, Baresi qui débutait, les champions du monde allemands. Baresi qui débutait qui finissait, pardon. Ouais, parce que si tu me dis Maldini... excuse-moi. Maldini qui débutait, voilà. Je rectifie. Je me suis emporté, tu vois, ça me parle en vite sans m'en rendre compte. Heureusement que tu as relevé, parce qu'après, il aurait fallu que je refasse des excuses. Donc, ça veut dire, alors, Maldini qui débutait, Baresi qui finissait, pas tout à fait, mais qui était quand même sur la fin. Parce que, voilà. Et, voilà, qui était une légende. Mais icônes. 2 icônes, bien sûr, voilà. Maldini ne l'était pas encore. Oui, bien sûr. Et tu avais ce Roberto Baggio. Alors, voilà, ça y est, les frissons, voilà, ça y est, ils sont arrivés. Alors, Roberto Baggio, moi, personnellement, c'est mon joueur de football italien préféré de toute l'histoire. Voilà.
Voilà, c'est Roberto Baggio, voilà, c'est quelque chose pour moi de... C'est l'enfance, c'est un joueur extraordinaire. Techniquement, il fait un tir de coup franc hors pair, un leader, voilà, t'es le joueur que tu aimes regarder jouer, qui a un truc en plus qui est que les autres, qui voilà, c'est une personnalité aussi, c'est un garçon sensible. Enfin, moi j'adorais Roberto Baggio et c'est un grand monsieur du football pour moi, mais très très grand, plus que ce qu'on n'en parle pas assez pour moi de Roberto Baggio. Le football italien, souvent on a du mal à chercher les icônes du football italien. On va souvent citer Baresi, on va souvent citer, je crois que c'est Suarez qui est italien aussi, le Luis Suarez d'ailleurs, qui s'appelle comme le Rigolien qui a eu le ballon d'or dans les années 60, 62 je crois, vérifié. Si je dis pas de bêtises, il me semble bien qu'il est italien. Mais et voilà, t'as d'autres joueurs, hein, mais c'est vrai que pour moi, Roberto Baggio, il ne revient pas assez dans les discussions. Voilà. Et Roberto Baggio, donc voilà, en Coupe du Monde 90, c'était un peu le Chiesa de 2021. Sauf que lui, a enchaîné que des bonnes saisons, tu vois. Ouais. Et avec la Juve, quand ils mettent 6-1 au PSG, qui leur fait la misère, mais il a été extraordinaire et c'est pas pour rien qu'il a décroché le ballon d'or en 93. Et derrière ce ballon d'or, 6 mois après, il y a cette Coupe du Monde aux États-Unis. Mais c'est magique, c'est magique. On est dans les matchs de poule. C'est la première fois qu'on sort ce truc des 4 meilleurs troisièmes, tu sais, Ouais. qui avait disparu, qui après est revenu à l'Euro Ouais, 2016. Et l'Italie, elle est en grande difficulté. Je crois qu'elle perd 1-0 contre l'Irlande. Elle fait un match pas terrible pour la Norvège. Et la dernière équipe, c'est le Mexique, si je ne me trompe pas. Bref, ils gagnent qu'un match sur les 3. Je crois qu'ils font un nul, une défaite. Ouais, ils prennent 4 points. Et je crois, alors ça c'est à vérifier, mais ils sont 3e ou 4e meilleur 3e. Tu sais, un peu comme le Portugal à 2007. Ouais. Ils sont très mal, l'Italie. À la ramasse. C'est ça. Et ils font le 8e de finale contre le Nigeria, qui était la révélation de cette Coupe du Monde. Un Nigeria inattendu qui a explosé la Bulgarie au premier tour. Et très bonne équipe, attention, hein. Très très bonne équipe. Et on est dans les arrêts de jeu, le Nigeria mène 1-0 dans les arrêts de jeu du temps réglementaire. Et encore une fois, Baggio de son chapeau, il va te sortir encore un but à la dernière seconde, un plat du pied entre la surface à la Toni Kroos un peu, tu vois. Bien placé, il égalise. Et après, il se permet le luxe, je crois que c'est encore dans les arrêts de jeu de la prolongation, de mettre le second but pour l'Italie. Et tu vois, à chaque fois, déjà qu'ils ont galéré au premier tour, ils ont galéré en 8e, tu vois. Contre l'Espagne, le match hyper attendu, mais par beaucoup de gens, je me rappelle à l'époque. En plus, il faut se dire que c'était une Coupe du Monde où il n'y avait pas la France. Donc chacun en France cherchait un peu ses équipes, tu vois. Ouais, bien sûr. Je m'en souviens très très bien de ça. Mon oncle étant espagnol, donc moi j'ai un peu d'origine espagnole aussi, très peu, mais j'en ai un peu. Donc la moitié de ma famille était espagnole. Et tu as ce match entre l'Espagne et l'Italie, que je l'avais enregistré sur une VHS pour mon oncle, je me rappelle. Tout le monde attendait ce match. Espagne-Italie, Espagne-Italie, je me rappelle. Bon, après, tu as le Grand Brésil, bien sûr, l'Argentine était sortie en 8e. Et puis voilà, Baggio, Roberto Baggio, mais comme je disais, comme on a dit à l'époque, un Baggio peut en cacher un autre. Parce que tu as Dino Baggio qui a aussi mis un top but pendant ce match, je crois que c'est une frappe de l'OM. De la même famille? Ils sont pas de la même famille, ils s'appellent D'accord. Baggio tous les deux, le même nom, la même orthographe. Ok, Roberto Baggio et Dino Baggio. ok, super. Donc, je connaissais pas Dino Baggio. Voilà, et écoute, 2-0, l'Espagne elle passe à la trappe. Christian Vieri jouait à cette période-là? Non, Christian Vieri est arrivé à. Excuse-moi. Christian Vieri est arrivé après. D'accord. Alors, Christian Vieri, moi je l'ai pas découvert en Italie, je l'ai découvert à l'Atlético de Madrid, avant la Coupe du Monde 98. Alors, où il était avant, je sais pas, il faudrait que tu regardes toi. Ok. Mais la saison 97-98, tu sais, à l'époque, on n'a pas autant de chaînes que maintenant, on n'a pas autant d'informations que maintenant. Non mais t'inquiète, finis Baggio finis Ça sur marche, Baggio, ok, ça marche. on reprendra Donc les voilà, guillemets, après, t'inquiète. voilà, pour rester sur Baggio, c'est quand même assez important comme joueur. T'as donc on est passé de 90-94, je reviens, donc le quart de finale 94 contre l'Espagne où il fait cette Coupe du Monde où je t'ai dit ils ont failli passer à la trappe et tout. Et t'es en demi-finale contre la Bulgarie qui nous a empêché, nous Français, de partir au Mondial. Ouais. La meilleure équipe Stoïkov. La meilleure équipe bulgare de l'histoire du football bulgare. Tu trouveras pas mieux ni avant ni après. Ouais, Voilà. de toute façon, On l'a dit, Hristo Stoïkov, Emil Kostadinov, Borislav Mialov dans les cages, Borimirov en numéro 10, Trifon Ivanov, un défenseur iconique. Alors lui, il est iconique comme défenseur, il est un peu oublié, il passe un peu aux oubliés aussi. Et voilà, tête. Une équipe de malades. La Bulgarie 94, c'est une équipe de malades. Et bon, il joue l'Italie, et puis bon, t'as Stoïkov qui est meilleur buteur de cette Coupe du Monde à ce moment-là. Et on se dit que donc Stoïkov n'a fait que 5 matchs, hein, parce que vu que le 6e c'est celui de la demi-finale où il ne marquera pas, et il ne marquera pas non plus pour le match pour la 3e place, puisqu'ils prennent 4-0 contre la Suède. Et en demi-finale, donc Stoïkov qui a 6 buts, il me semble, t'as tout le monde qui voit que par Stoïkov.
pendant le mondial, Ouais. tu sais. Pendant le mondial, on voit par Stoïkov ou par Romario. Voilà, il est dans l'autre partie du tableau, Romario, c'est lui qui gagnera à la fin d'ailleurs. Et puis t'as Baggio qui a 4 buts, je crois, ou à 3 buts, je sais, 4 buts, je sais plus, il faut à vérifier. Et donc il a mis son doublé contre le Nigeria, il a mis son but contre l'Espagne, et puis là on arrive contre la Bulgarie. Ben écoute, en une mi-temps c'est plié. En une mi-temps, Baggio, ben, là, ce soir-là, il est en feu, il a trouvé ses jambes. En plus, t'avais un entraîneur qui était vachement décrié, c'était Arrigo Sacchi à l'époque, et très 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 décrié. Et voilà, parce que je crois que c'était. C'est quand même c'est une icône. C'est une icône football. Et puis le 94 a joué aussi à ça. Et puis voilà, il a toujours. Il avait mis un Roberto Baggio qui était un peu décrié à ce moment-là. Et lui, il avait confiance en Baggio. Et puis ça il a donné raison. Donc Baggio met un doublé contre la Bulgarie, en plus des buts d'une aisance technique magnifique. Parce que c'était pas un mec très rapide, Baggio, de ce que j'ai pu voir en vidéo. Quand il avait le ballon dans les pieds. Ouais. Tu sais, il faisait penser à Zidane à ce niveau-là. Ces mecs-là, quand ils ont le ballon, ils sont plus rapides que les autres. Mais c'était un mec, techniquement, il avait cette justesse à faire toujours les bons gestes, habile devant les buts. Il était technique, il était habile devant le but. Alors qu'on la Bulgarie, je dis, il y a des buts fantastiques, mais je crois qu'un des deux, c'est un penalty. Je crois qu'il y a un penalty, un but où il efface le gardien, mais facile, tu sais. Ouais. Tu sais, il va pas arriver comme R9, tu vois. Il va arriver, voilà, simple et efficace. C'est de l'aisance. Et ce truc, comme je t'ai dit la semaine dernière, ce que moi j'aime chez les joueurs de foot et que je peux aimer aussi un peu chez Greenwood, mais moins que Baggio, alors j'aime moins que Baggio pourtant, et que Zidane aimait chez Francesco, c'est ce truc d'être beau à voir jouer. Ouais. Tu sais, Ouais. tu peux être hyper technique, trouver l'action belle, Hazard, Messi, tu vois, mais je te parle d'être beau à voir jouer, une élégance, tu sais. Et ben peut-être qu'avant Zidane, le plus élégant c'était Baggio, en fait, je suis en train de me dire. Et voilà, et puis voilà, on connaîtra le dénouement incroyable contre le Brésil avec la première finale de Coupe du Monde de toute l'histoire à se jouer au tir au but. Voilà, avec un Brésil décrié, parce que avec un style peut-être un peu plus défensif qu'à l'accoutumée, avec des Branco, des Dunga au milieu du terrain, tu vois. Je crois qu'en défense c'était Aldaïr, qui après est allé au Girondins de Bordeaux. Et puis au milieu de tout ça, tu avais un duo incroyable, c'était le duo de la Coupe du Monde. Alors il y a les joueurs, la Coupe du Monde, on est d'accord. Et là, tu avais le duo Bebeto-Romario. Un duo exceptionnel qui, comme Baggio et comme d'autres joueurs, ont fait vibrer cette Coupe du Monde. Hein. Et ça revient au terme iconique, parce qu'ils ont tellement été nombreux. La 94, c'est exceptionnel aussi, on n'en parle pas assez, tu vois, on parlait l'autre fois de 2006. Mais... 94, c'est la Coupe du Monde, la première Coupe du Monde de Ronaldo à 16 ans, ou à 17 ans. Voilà, ouais, il la joue pas, mais il joue pas, c'est ça, exactement. Ouais. Ronaldo et puis on fait pas attention à lui. Hein. Nous spectateurs, on ne fait pas attention à lui. Hein. De toute façon, il n'a pas joué une minute. Il n'a pas joué une minute, on ne fait pas attention à lui. Je crois qu'il a numéro 22, je sais plus. Enfin, nous, on a les Brésiliens et moi, supporters de foot, en plus, il n'y a pas les Bleus. Enfin, moi, c'est Romario, tu vois. Romario, il étincelle. Il étincelle. Baggio, Romario, c'est les deux joueurs qui ont le plus étincelé cette Coupe du Monde. Et pourtant, je te jure que Giorgi Hagi, Risto Stoïkov, laisse tomber. T'avais les Pays-Bas aussi. T'avais de quoi faire. Le début de Bergkamp. C'était non, c'était quelque chose. Franchement, c'était vraiment quelque chose. Rien que d'en penser, tu vois, tu me remets dans le truc. Là, la Suède, l'équipe de Suède, putain, Thomas Brolin, Kenneth Anderson, Henrik Larsson à ses débuts. Larsson était là à ce moment-là. Il rentre dans. Il fait quelques entrées, puis il est bon pour le match contre la troisième passe. D'ailleurs, il met le 4e but, je crois, pour la Suède contre la Bulgarie. T'avais un gardien iconique en Suède, c'était Thomas Ravelli. Il était iconique. C'était une figure du football suédois. C'était une légende. Mais vraiment, il avait ce truc, tu sais, tout le temps. Souvent, on disait, ouais, un jour, s'il y a Georges Weah, Georges Weah encore, tu vois, Georges Weah iconique. Il avait le ballon dans les mains, Ravelli, il avait un toc. Il faisait tout le temps ça. C'est comme les joueurs de basket. Ouais. Il faisait passer le ballon. Avant de dégager, il faisait tout le temps ça. Il y avait 3 tours de lui. Et souvent, je disais. Si y avait Georges Weah en face de toi, tu le ferais peut-être pas ça, parce que Georges Weah c'était le taureau, tu sais. Il pouvait aller chercher le ballon dans la tête, autant alors que Ravelli l'avait dans les mains, tu vois. C'est un peu un filou là, tu vois. Comme Rudy Voller l'a fait à Joseph Antoine Bell aussi 2 fois, d'ailleurs, et c'est une fois que il y a eu but valable en plus. C'était énorme ça. On le voit plus ça non plus, tu vois. Dugarry l'avait fait à Bernard Lama. Ce truc, je veux pas m'égarer du sujet parce qu'on va rester dans les joueurs iconiques et Dugarry n'en est pas un, si j'aime bien. Mais c'est vrai que je parlais du truc là, tu vois. Dugarry, t'avais Lama, il allait dégager le ballon, Dugarry de la tête, il lui a enlevé. Et après, c'est le Bordelais qui a marqué, je sais plus qui. Lisa Razou, je crois d'ailleurs. Voilà. Et c'est bien que tu parles de Baggio, qui a été un super joueur que tu as adoré.
Oui. Pour commencer le football, Mhm. pour commencer à aimer le football, des joueurs. C'est les joueurs qui te font aimer le Mais football. totalement. Et toi, alors, tu en auras plus que moi parce que tu vas avoir tu vas Ouais, avoir y a- ton y a- enfance, ton adolescence, etc. Quels sont les joueurs qui t'ont fait vraiment aimer et te dire non, ça c'est spécial? Alors il y a les joueurs, puis il y a le sport en lui-même aussi. Je tiens quand même pas. Je veux pas désacraliser notre sport aussi. Non, Voilà. évidemment. Il y a aussi le sport en lui-même quand même, la compétition, des trucs bizarres qui sont propres à chacun, les drapeaux, Olivier Tom, tout ça. Et puis comme tu le dis, il y a des joueurs. Il y a des joueurs que tu découvres. Voilà, comme tout le monde, on a découvert un joueur, on a tous notre histoire. Et moi j'ai la mienne. Moi j'ai la mienne. Et donc il y a cette Coupe du Monde 90 que je t'ai parlé. Et pendant cette Coupe du Monde 90, ben, il y avait des icônes. Voilà, donc je reviens 4 ans en arrière, parce qu'on était en 94. Et pendant cette Coupe du Monde 90, moi il y a un joueur, j'entendais parler dans les quartiers. Alors je t'ai parlé de Waddle tout à l'heure. Mhm. Ça c'est par rapport à l'Olympique de Marseille. Parce qu'après cette Coupe du Monde, finalement j'ai suivi l'OM. Et ça a été Waddle, Pelé, Papin, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure si tu veux. Mais pendant la Coupe du Monde 90, il y a une légende. Il y a une légende que tout le monde connaît. Voilà, j'ai pas tourné 50 ans autour du pot. Il y a un personnage, en plus d'être iconique, c'est aussi un personnage emblématique hors du terrain. C'est un dieu vivant dans son pays. J'allais te dire, c'est un dieu. Voilà, et c'est Diego Maradona. Ah, tu savais où j'allais en venir Ah de toute ouais, façon. ouais. J'avais compris, t'inquiète Voilà, pas. ils sont champions du monde. Ils sont champions du monde. Et là, Diego arrive avec une équipe d'Argentine meilleure que celle de 86. Faut pas l'oublier. 90, c'est la Coupe du Monde en Italie. C'est la Coupe du Monde en Italie. Où En il plus, joue à Naples contre l'Italie Exactement. et qui se fait applaudir Ah. comme si c'était l'équipe d'Italie qui jouait. voilà, C'était spécial, ça. et qui pourtant, à la fin de. Alors, Et c'est Biagio qui a été exécrable pendant cette Coupe du Monde, non? alors attends. C'est pas ça? Alors, on va rectifier les choses. Je vais revenir au truc. Alors, ce qui se passe, c'est que Maradona, alors, avant le match contre l'Italie, après, si je me trompe, certains rectifieront peut-être, si vous allez chercher, mais je pense pas me tromper. Alors oui, Maradona est une idole en Italie. Maradona est une idole à Naples. Donc oui, quand il y a le match contre l'Italie, il y en a certains, ils idolâtrent tellement Maradona Qui était pour l'Argentine. qu'ils étaient. Alors ça, je sais pas si c'est vrai. Alors ça, pour moi, tu vois, c'est une légende. Ça, pour moi, c'est une légende et c'est là où je voulais en venir. Tu en as qui sont fans de Maradona, mais tu as certaines personnes interviewées autour du stade qui te disent j'aimerais un 2-1 pour l'Italie avec un but de Maradona et que la squadra le passe. D'accord. Ça, voilà. Mais avant ce match-là, oui, Maradona est une idole, on veut voir Maradona aller loin, surtout les Napolitains, mais ils veulent voir aussi leur pays. Et ce qu'il faut dire, c'est que, alors, à vérifier, je sais plus si c'est le match contre l'Italie en la demi-finale ou la finale contre l'Allemagne, mais tu en as un des deux où l'hymne argentin est sifflé à mort, et c'est par les Italiens qu'il est sifflé à mort. Je pense pas que ce soit à Naples. Alors, donc, Parce ouais. que, enfin, moi, sur des Ouais. vidéos, alors après, les vidéos que j'avais vues, c'est facilement modifiable. Ouais. Mais il était vraiment acclamé, même l'équipe d'Argentine était acclamée à Naples. C'est la finale alors. C'est la finale parce que je crois que tu as raison. Je crois que tu as raison, c'est la finale parce que je revois Maradona avec le maillot extérieur bleu, ce maillot bleu marine. Je crois que c'est celui-là. Parce que je le vois. Parce que là, ils doivent Il y a la le siffler fan. parce qu'ils ont éliminé l'Italie. Parce qu'ils ont Mais à éliminé Naples, l'Italie. je Non, pense non. pas qu'ils auraient pu faire. Non. Les Napolitains auraient pu faire ça, je pense pas. C'est ça. Mais par contre, tu retrouveras. Ça, moi, je les ai en VHS, donc ça, je peux te le certifier. C'est que quand il met le penalty, Maradona contre l'Italie, il marque son penalty. Ouais. Il est comme ça, il court comme ça avec le sourire et tout. Et t'as la caméra qui est sur des. Alors, je me rappelle, il y avait beaucoup de filles d'ailleurs, des supportrices italiennes. Et elles sont là, elles sont en train d'insulter. Parce qu'ils viennent d'éliminer l'Italie. Ouais, bien Tu sûr. vois. Et c'est ça qui est fou, tu vois, à quel point le foot. Et quand il y a la finale contre l'Allemagne, oui, c'est ça, c'est l'Allemagne, je revois le maillot bleu marine. Quand il y a la finale contre l'Allemagne, pendant l'hymne argentin, c'est les Italiens qui sont dans le stade qui sifflent l'hymne argentin. Et la caméra elle arrive sur Maradona, et tu vois qu'il est en train de dire Hiro des puta. Tu sais, il les regarde, il fait Hiro des puta, tu vois. Il se cache pas, c'est Diego, il n'y a pas de. Non, lui, il est pas dans le politiquement correct. Non, ça, c'est pas. Donc voilà, il y a cette Coupe du Monde en Italie où Maradona, c'est lui qui est annoncé comme l'immense star, malgré qu'il y en ait d'autres. Hein. Il y a les Allemands, il y a les Hollandais, il y a
l'équipe de Colombie aussi, et puis Roger Mila, il y a les révélations. Roger Mila, la Colombie, le Cameroun, avec le match de cette Coupe du Monde qui est le Cameroun-Angleterre, le quart de finale. C'est le match de la Coupe du Monde 90. Et puis voilà, t'as Maradona qui est, comme je t'ai dit l'autre fois, contre le Brésil, qui les a éteints, alors que avant le match, comme l'Argentine avait galéré dans les poules, tu vois, encore une fois, une équipe qui galère dans les poules, qui se qualifie de justesse et qui va aller au bout. T'as le quart de finale, si je me trompe pas, contre la Yougoslavie. Alors, grosse équipe yougoslave, très très grosse équipe yougoslave, avec Dragan Stojkovic, star de l'Olympique de Marseille, star de l'Étoile Rouge de Belgrade. Peut-être, même j'ai envie de dire certainement, dans les 2 ou 3, ou même pour moi peut-être le premier plus grand joueur yougoslave de l'histoire. D'accord. Voilà, Dragan Stojkovic, Pixi pour les Marseillais, qui finira sa carrière au Japon, qui a coaché, je crois, la Serbie à l'Euro 2024, si je me trompe pas. Et puis tu as Prosinecki, qui est aussi là. Tu as Safet Suzik, idole du Parc des Princes. Et puis qui est une des légendes aussi du football. Peut-être qu'il y en a même qui te mettraient Suzik devant Stojkovic. Et puis tu as Prosinecki, ce qui est assez marrant, c'est qu'il fait la Coupe du Monde 90 avec la Yougoslavie, qui fait la 98 avec la Croatie, parce qu'il y a eu cette guerre et tout, tu vois, c'est sous deux. Voilà, et puis voilà, donc tu as ce match très disputé entre l'Argentine et la Yougoslavie, je crois qu'il se termine au penalty. Et je sais pas si Maradona il rate pas son penalty dans ce match-là, mais que finalement l'Argentine va passer. Voilà, parce qu'il y en a un qui rate côté yougoslave. Et puis en Argentine, ce qu'il faut rappeler, on va rester dans les joueurs iconiques et dans les belles histoires du football de l'époque, c'est que tu as le gardien argentin qui se blesse. Alors je sais plus qui c'était, je sais plus son nom, il m'est sorti des... Ah, il me bout de la langue. Islas, Ah là, je pourrais pas. ouais. Pompidou peut-être. Je crois que ça s'appelait Pompidou. Mais vraiment. Hein. Et à vérifier, ouais. Et Ça. ouais, il me semble que c'était ça en plus. Et puis il se blesse. Et puis tu as le remplaçant, Goicoechea, qui rentre. Et qui est extraordinaire. Il fait gagner des matchs à l'Argentine. Il sauve l'Argentine plusieurs fois. Neri Pompidou. C'est ça? Ouais. Ah, tu vois, Pompidou. Ah, tu vois, je suis pas mauvais. Et puis, je crois que c'est lui qui se blesse. Et puis, tu as Goicoechea qui rentre, qu'on n'attend pas, qui est un des meilleurs gardiens de la Coupe du Monde. Mais un des meilleurs. Et c'est le remplaçant. C'est un peu le numéro 2, tu vois, comme là, ça serait Samba pour les Bleus, quoi. Il te fait une Coupe du Monde du tonnerre. Il fait gagner des matchs à l'Argentine, qui est souvent en difficulté. Et je crois que d'ailleurs, dans cette séance de penalty, je crois qu'il en sort 2 ou 3. Je sais plus à vérifier, autant je te dis une bêtise, mais je sais qu'il est important dans ce match-là. Et il est important jusqu'à la finale. Et après cette Coupe du Monde, un mois après, tu as Laurent Pelé, qui pour ses 50 ans, va organiser un match. Il a 50 ans, il va organiser un match pour son anniversaire. Et donc le match s'appelle, je l'avais vu, il était tard le soir, je me rappelle, j'avais regardé avec mon grand-père. Le match s'appelait Team Pelé contre All-Star Coupe du Monde 90. D'accord. Et donc en fait, ce qu'il avait fait, Pelé, c'est lui qui avait choisi les joueurs. Il avait pris les meilleurs. Et il avait choisi 4 gardiens, qui jouaient chacun 22 minutes 30. Il avait fonctionné comme ça. Dans les 4 gardiens, tu avais Michel Prodhomme, René Higuita, je crois que tu avais Thomas Nkono, le gardien camerounais, à vérifier, il me semble que c'était lui. Et il avait choisi Goicoechea, qui n'était pas titulaire pourtant au début de la Coupe du Monde, tu vois. C'était pas lui qui était censé être titulaire. Et Pelé a été époustouflé par Goicoechea. C'est fantastique, tu vois. Et un Brésilien qui dit ça en Argentin, c'est vraiment que t'as compris, voilà. Donc voilà, je sais plus comment on en est venu là, mais je t'ai raconté Maradona. Sur les joueurs qui t'ont fait aimer le football. Donc voilà, il y a Maradona, il y a... Dans cette Coupe du Monde, il y a Maradona, il y a Chris Waddle, il y a Gary Lineker, qui moi j'allais trouver plus en vue que Waddle pendant la Coupe du Monde, parce que il met pas mal de buts. Et puis il y a ce match aussi moi qui m'a marqué, c'est le match Angleterre-Allemagne, la demi-finale, 90, où c'est hyper disputé, il y a un partout. D'ailleurs, les Allemands qui gagneront la Coupe du Monde après, ils marquent un but de cocu. Un but de cocu, c'est un coup franc détourné. Je parle le joueur, je crois que c'est Parker, un black là, qui se fait tirer dessus dans le mur. Le ballon il monte en hauteur et puis il va lober Peter Shilton. Ah, Peter Shilton aussi, pareil, légende du football anglais. On parle de Roger Mila qui a joué la Coupe du Monde 94 à 42 ans et Peter Shilton va sur ses 42 ans pendant sa Coupe du Monde et pourtant c'est lui le titulaire dans les cages. Et c'est une légende du football anglais, Peter Shilton, c'était une icône aussi. Et voilà, c'est les joueurs des années 80-90, ça tu sais. Et puis t'avais Stuart Pearce, t'avais Paul Ince,
que tu as connu aussi un peu après à Liverpool, peut-être, tu étais encore trop jeune. Ouais, Paul Ince de nom, vite fait. Voilà, Paul Ince qui est une légende à Anfield. Les gens ils te le citent. Je suis sûr que là, je suis jamais là à Anfield, mais je suis sûr qu'il doit être sur des photos, sur des trucs du stade ou quoi. Paul Ince, alors cette équipe d'Angleterre était redoutable. Hein. Paul Ince, Chris Waddle, Gary Lineker, Stuart Pearce, David Platt, très très bon David Platt. Parker, après Peter Shilton dans les cages, bon, après je les ai pas tous. Hein. Mais non, mais c'était Butcher, je crois que ça s'appelait comme ça, là, celui qui avait été. Il y a une photo sur. Tu la trouves, je crois que c'est Butcher qui s'appelle. Sur les réseaux, tu as une photo qui tourne où il a la tête ensanglantée pour un match de qualif de la Coupe du Monde 90, justement contre la Suède. Et voilà, putain, j'ai oublié, j'aurais pas. Sacrilège, Paul Gascogne. J'ai failli te le citer, mais. Ah ouais. J'ai peur que ce soit pas la bonne année. Ouais, j'ai pas été trop bien à la temporalité. J'ai voulu te dire Paul Gascogne, c'est mais c'est sa première. C'est là où il va apparaître. C'est le début. Ah, c'est le début. Ouais, bah, pour moi, il était plus tard, mais c'est parce que. C'est le début. J'étais pas mauvais. Non, t'es pas mauvais du tout. C'est Paul Gascogne, c'est pour Gazza, un personnage hors du commun. Ça n'existe plus, ça n'existe plus. C'est quand Gazza, c'est le mec qui va s'enfiler avant le match. Jack Grealish est un enfant de cœur à côté de lui. Voilà, je vous dis juste ça pour que vous compreniez. À l'échelle de George Best, c'est pire ou. Très bonne comparaison. Alors, George Best, je dirais que c'était l'alcool, la fête. Et les femmes. Voilà, ce qu'il avait de trucs en plus, c'est Gascogne, on a moins entendu parler d'art. Peut-être qu'il était moins beau gosse, c'est vrai aussi. Mais il avait ce look un peu, tu sais, du mafieux un peu italien, avec sa tête d'anglais, mais tu sais, toujours coiffé un peu la gomina, tout ça et tout, tu sais. Et puis tu le retrouves, il avait toujours des problèmes extra-sportifs. D'ailleurs, il a mal fini, le pauvre. Je sais plus où il en est d'ailleurs dans sa vie. Et Gascogne, tu as cette Coupe du Monde 90 où il est surprenant, où il étincelle, où on le découvre au milieu de cette armada anglaise, voilà, donc, parce que je parlais de Lineker tout à l'heure et puis des autres. Et puis voilà, et puis tu le retrouveras. Alors je vais finir d'abord pour pas m'aventurer. Le match contre l'Allemagne en 90 où tu as Gary Lineker qui l'Allemagne marque sur un coup de cul, comme j'ai dit, avec ce coup franc détourné qui monte en chandelle, qui lobe Shilton, fait un peu bizarre ce but, bref. Et puis t'as le malicieux Gary Lineker qui va égaliser de. Pareil, les défenseurs allemands ils se trouvent un peu. Alors je sais plus c'est qui les défenseurs allemands, peut-être Bremo ou Guido Buchau, je sais plus. Je sais plus qui c'est, je vais pas dire de bêtises donc du coup. Et puis il y a le ballon atterri sur la cuisse de Lineker qui se l'amène côté gauche, qui frappe pied gauche croisé et qui délivre l'Angleterre, qui avait déjà bien galéré en quart de finale contre le Cameroun. Et puis voilà, tu te dis ouais, il mérite. Et puis t'as un truc, alors ça c'est pour moi que je vais le dire, avant de revenir sur Gascogne. J'aime pas parce que personne parle de cette action, putain, merde, dans l'histoire du foot. Il y a Chris Waddle, à un moment donné du match, il fait une frappe du milieu du terrain. Il voit le gardien avancer, tu sais, et elle atterrit sur la transversale. Et ça revient jamais ce truc, je sais pas pourquoi. Parce qu'il a pas marqué. parce qu'il a pas marqué, mais c'est dommage quoi, parce qu'on parle. Khalifa, lui, a marqué. Oui, putain, ouais, c'est vrai, en plus avec Kevin. Mais tu sais, parce que comme on parle souvent de. C'est parce que ça a été le premier à peler sur le Tchécoslovaque Victor qui veut le lober du milieu de terrain, mais qui passe juste à côté, tu sais. Ouais. Et en fait, on en parle plus parce que c'est le premier en fait. Voilà, tandis que c'est un des premiers à l'avoir fait. La Waddle, c'est un lob frappe, tu vois, c'est lob frappe, mais c'est tellement beau, et puis paf, et ça aurait pu donner la victoire à l'Angleterre. Puis bon, ils perdront au penalty, Chris Waddle d'ailleurs enverra son penalty dans les nuages. Donc voilà, et puis bon, pour revenir à Gascogne, voilà, donc une des stars de cette Coupe du Monde 90, qui n'était pas attendue, comme Toto Schillaci en Italie. Gascogne, après, tu le perds un peu de vue. Moi, je le perds un peu de vue parce qu'on n'a pas les visionnages qu'on a actuellement. On ne pouvait pas voir tout ça, donc je le vois surtout dans les compétitions internationales. Donc, j'ai pas trop de souvenirs de lui à l'Euro 92. Je sais pas pourquoi. En 94, l'Angleterre n'est pas qualifiée pour le mondial. Voilà, pour cause de hooliganisme. Il y a des problèmes de hooliganisme, du coup, ils sont sanctionnés par la FIFA, ils vont pas au mondial. Ouais. À vérifier, mais c'est ça, je suis quasi sûr, c'est ça. Et puis, ils reviennent à l'Euro 96, qui se joue dans leur pays. Et puis tu as la résurrection de Gazza, comme on l'appelle, de Paul Gascogne, mais qui te fait un euro jusqu'à... encore les Allemands qui vont l'éliminer en demi-finale, décidément, au penalty encore, je crois, en plus. Qui te fait un euro magique. C'est une figure de l'euro, voilà, avec Alan Shearer, tout ça, c'est une figure de l'euro de... Parce que 96, Alan Shearer, il y était. Oui, c'est une figure de l'euro avec Alan Shearer, en 96. Et tu as ce but mythique, qui est le plus beau but de l'euro, pour beaucoup, contre l'Écosse. Qui est, je sais pas si tu l'as déjà vu, mais si tu peux le voir, regarde-le.
Quand tu as une sensibilité technique, tu dis que c'est le but est magnifique. Puis c'est lui qui le met, donc ça rajoute au truc, tu vois, qui revient. Il est tout blond. Un mois avant, il a fait scandale parce qu'il y a des photos de lui qui sont sorties, qu'on peut trouver sur le net, je crois même, où il est dans une soirée, il est torse nu, il a un gros bide, il est un dépravé, tu sais. Je te dis, Jack Grealish à côté, il est propre, quoi. Et il est là un mois avant l'Euro 96. Ok. Et les Anglais, mais vous allez pas sélectionner ce type et tout. Mais véridique, hein. On va pas. Ouais, surtout que les Anglais sont très très. Exactement, il fait honte et tout. Un mois après, il y a pas. Je te parle un mois après, c'est pas 2-3 mois, c'est un mois après. Le mec, il te fait un Euro, Tony Truant, et il te met le plus beau but de l'Euro contre l'Écosse. Un ballon qui arrive comme ça sur le côté, il est encore extérieur à la surface. Il te fait un coup du sombrero. Et c'est pas le coup du sombrero à la Ronaldinho, juste au-dessus des joueurs. Il te fait un coup du sombrero en chandelle. Tu sais, comme ça, paf, le ballon il monte à une bonne hauteur quand même. Pour un coup de sombrero, il monte à une bonne hauteur, tu vois. Et le ballon il revient devant lui, à l'entrée de la surface, il est déjà dans la surface. Alors, ça met le coup de sombrero en chandelle et en avant, tu sais. Ouais. Et sans qu'il touche le sol, il le reprend en reprise de volée pied droit, et c'est magnifique. Et il va fêter le but à côté des cages, où il se met par terre, et tous les joueurs anglais ils viennent là, tu sais, t'as Adams, t'as tout le monde là, je crois que c'était Tony Adams. Ils sont là et tout, ils sont tous autour de lui, et il asperge avec une bouteille d'eau, il est comme ça, et il asperge c'est mythique cette image, elle a fait la tour du monde. Tu sais, genre, allez, bois ton truc, tu vois, parce que l'alcoolique, tu vois, en fait c'était exprès pour. Voilà quoi. Puis voilà, bon, après il y a eu toutes ces frasques autour de lui, à côté de. L'extra sportif, ça a été une descente aux enfers. Voilà. Après, j'ai plus trop suivi, mais il est tombé dans les pires trucs qu'on peut tomber, la dépression, la drogue, l'alcool, je sais plus, tu vois. Mais... Ouais. Une triste fin, un peu à la Diego, presque. Ouais, c'est un peu ça. J'ai envie de dire. Et après, donc si on remonte, parce que bon, un joueur qui t'ont fait aimer le football, on arrive à Gary Lineker, si tu arrives à remonter un peu plus haut. Oui, je peux. Après, juste après, donc. Jusqu'à présent, jusqu'à même aujourd'hui. Ah, mais tu veux qu'on reste ici jusqu'à la semaine prochaine ou... Tu en as tant que ça? Alors non, mais qui m'ont fait. Alors je vais plutôt prendre ta phrase au pied de la lettre, je pense qu'ils m'ont fait aimer le foot. Parce qu'après, quand tu l'aimes, tu en as d'autres. Après, je parlerai juste. J'espacerai, je prendrai les joueurs qui ont révélé un petit truc à moi en plus, tu vois. Ouais. Que c'était un peu plus dur à trouver. Alors dans ceux qui m'ont fait aimer le foot, alors je vais pas rester longtemps dessus parce que sinon, voilà. C'est évidemment le OM 91. Voilà. Sans y rester trop longtemps dessus, aujourd'hui, tout le monde va vous dire, les Marseillais, pas tous, mais les trois quarts vont vous dire OM 93. OM 93, OM 93, oui, on a gagné, d'accord. Mais la plus belle équipe de l'OM, pour moi, la plus forte, c'est celle de 91. C'est la plus forte que moi j'ai eu l'occasion de voir. Et même quand j'analyse de 89-93, où il y a ces 5 titres d'affilée, je peux te dire que celle de 91, elle est incroyable. Parce que tu as ce fameux trio magique Pelé, Papin, Waddle. On parle là quand même, je vais citer 3 joueurs, il y a 2 ballons d'or de l'année. C'est-à-dire que tu as le ballon d'or africain, et le ballon d'or, qui évolue sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. T'as l'équipe de l'OM. C'était Beckenbauer qui coachait ce... Beckenbauer, c'est juste après la Coupe du Monde 90. Évidemment, Tapi te prend celui qui avait fait gagner la Coupe du Monde 90. Donc il va pas te prendre celui du coin. Et il a failli venir avec Maradona. Ouais, je sais s'imaginer. Et parce que, comme je le dis souvent, ça peut faire rire certaines personnes. Le club qui est 2 fois meilleur club, alors 1 fois ou 2 fois, mais je crois que c'est 2 fois nommé par la FIFA ces années-là, c'est l'Olympique de Marseille. Donc quand je dis que l'Olympique de Marseille, c'est les Galactiques de l'époque, c'est les Galactiques de l'époque. Là, je vais juste dire un truc, et après je passe à autre chose. Waddle, Papin, Pelé, Stojkovic, Cantona, Francescoli, ok, Boli, ok. Enzo Francescoli? Il venait juste de partir. Ah oui, Enzo Francescoli. Je savais pas qu'il jouait à Marseille. C'est là où Zidane l'a adoré. D'accord. Zidane était souvent dans les tribunes, il allait voir les matchs, même quand il jouait à Cannes, il allait encore voir les matchs à Marseille, en virage. Il venait pour voir Francescoli. Ah, je savais pas du tout. Je savais pas qu'il allait jouer à Marseille. Totalement. Enzo Francescoli, à la saison 89-90, Francescoli, avec Papin, c'est peut-être fait partie des meilleurs joueurs. C'est l'année où Waddle arrive, donc il y a Waddle, excusez-moi, oui, parce que l'année 89-90, que moi je n'ai pas suivi officiellement, je l'ai vu sur des VHS. Francescoli, Papin, Waddle, c'est eux qui font la saison le plus. Ouais. Ah ouais. Puis bon, voilà, après t'as Carlos Moser. Derrière, t'as Carlos Moser. L'équipe, je vous jure, c'est. Dimeco, qui se retrouve plus une place de titulaire dans le 92-93.
qui fera l'Euro 96 à la place de Lizarazu, parce qu'on en parlait la dernière fois justement de Lizarazu, là, que Pascal il disait. Critiqué. Voilà. Mais quand je vous dis que c'était une Dream Team, c'était une Dream Team. Et c'est pas parce que j'ai eu le... Alors oui, je suis pour l'OM. Oui, j'ai grandi avec cette équipe où je suis né à une époque où la plus grande équipe de France c'était l'OM. Mais je vous promets que comme ceux comme Axel qui ont grandi avec le Grand Lyon, je vous jure que... Et Lyon n'a pas été ce truc de meilleure équipe FIFA ou galactique. Mais je vous jure que le OM, c'était une équipe que... En fait, c'est simple. Il y avait le Milan AC, qui était la plus grande équipe considérée encore aujourd'hui par certains spécialistes du football comme la plus grande équipe de tous les temps, même devant le Barça de Guardiola. Attention. Donc là, c'est l'époque Gullit, Rijkaard, Van Basten. Les trois, ouais, voilà. Les trois Hollandais. En fait, voilà, ne croyez pas qu'avant la MSN et la BBC du Real et du Barça, il n'y en a pas eu des trios avant. Hein. Croyez-moi que Papin, Waddle, Pelé et Van Basten, Rijkaard, Gullit, c'était la guerre. Et je peux vous le dire. Voilà. Donc en face, d'accord, tu as 4 ballons d'or, 3 pour Van Basten, 1 pour Gullit. Mais nous, on en a 4 aussi si tu prends les 3 de Pelé, qui les a 3 fois d'affilée ballon d'or africain. Quand on dit ballon d'or africain, c'est les choses que Drogba, Eto'o ou Georges Weah ont eu par la suite. Même si Georges Weah a eu le vrai ballon d'or. Mais quand je vous dis que c'était les Galactiques, je dis pas ça parce que je supporte l'OM. Je suis même, voilà, je me mets hors jeu. Moi, j'ai kiffé Enfin, j'ai kiffé. Oui, j'ai kiffé. Parce que j'étais enfant, on n'avait qu'une chaîne, c'était TF1. Quand je regardais le PSG en 94, qui élimine le Real, qui perd 3-1 à l'aller et qui les gagne 4-1 au retour, ou un truc comme ça. Avec un extraordinaire Ginola et un extraordinaire Georges Weah. Ben, ça te fait kiffer, même si c'est pas l'équipe que tu supportes. Parce que quand t'es petit, tu n'as pas forcément conscience de la rivalité, même si t'es en plein dedans. Mais t'aimes le foot aussi, voilà, t'aimes le foot, c'est comme il disait tout à l'heure Axel, tu peux aimer le foot et tu peux aimer ton club, mais voilà, quand moi c'est beau, je sais le dire. Voilà, je pense que tout le monde n'a pas cette faculté-là. Comme le OL des années 2002 à 2008, je veux dire, moi, je suis supporter de l'OM, il y a une rivalité qui pendant cette période-là naît avec l'Olympique Lyonnais, qui vient un peu se mêler du truc au MPSG, ben t'as Lyon qui va s'incruster là-dedans. Putain, je suis à fond sur Juninho. Mais qu'est-ce que je fais? Coupe du Monde 2006, je m'achète le maillot de Juninho. Je vais pas porter le maillot de l'OL, je peux pas, j'ai pas envie d'avoir des boutons. C'est un petit tacle à mon ami, c'est pour rigoler. Hein. J'ai pas envie d'avoir le maillot de Paris à l'époque de JJ Okocha, parce que j'adorais JJ Okocha, mais je vais pas porter le maillot de Paris, même si je le kiffe. Voilà. Mais si je peux m'acheter un maillot du Nigeria, même si le joueur pendant ce temps il est licencié au PSG ou que Juninho est licencié à l'OL, ben, je vais me l'acheter. C'est parce que c'est mon amour du joueur, c'est mon amour du football. Moi, j'ai pris un kiff étonnant, un kiff de fou, à regarder Juninho tirer ses coups francs. Parce que il est... D'accord, moi je te dis, l'OM c'est la Dream Team, de 90 à 93 avec le Milan AC. Ouais. Voilà, je te dis c'est la Dream Team. Et je rajouterai le FC Barcelone, je reviendrai plus tard sur le truc, parce que ça fait partie justement des joueurs qui m'ont, par rapport à ta question, qui m'ont fait aimer le foot. Il y en a de beaucoup à Barcelone. Et je suis pour Madrid en Espagne, hein, si on me demande. Mais par exemple, je te dis la Dream Team Marseille 90-93, et ben moi je te dis, mais j'ai aucune rancœur à dire. Il y a eu Platini, il y a eu Sinisa Mihajlovic, il y a eu Del Piero, il y a eu Roberto Baggio, et là je te cite des noms de fous. Hein. Le meilleur tireur de coups francs de l'histoire, qui va venir me dire que c'est pas Juninho? Ah, je vous parle pas de vos goûts à vous, les gens. Je parle pas des goûts. Essayez d'un peu d'être honnête. Qui tire mieux les coups francs que Juninho? Et ne venez pas me dire David Beckham, même si c'était fantastique à voir. Ni Beckham, ni Del Piero, ni Baggio, ni Zidane. Ronaldo, Messi, Non, Payet. non. C'est fantastique. C'est magnifique ce que tu as cité. Ronaldo, Messi, Payet, c'est magnifique. Zidane, c'est somptueux. Ils sont tous extraordinaires. Mais devant eux, l'extraterrestre des coups francs, là on parle pas d'extraterrestre Messi, Ronaldo par rapport aux autres joueurs. Là je te parle que des coups francs, que du truc le coup franc. Ouais. Le geste technique. Moi là tu prêches un convaincu, moi je sais tout ça. Non mais attendez, où vous avez vu ça? Où vous avez vu un mec qui 44 ou 48 buts. Contre Ajax, oui, et puis 42 mètres à un moment donné, non? Ouais, non mais le nombre de coups francs marqués. Ah oui. 44 ou 48. Je crois que Messi en a marqué plus. Mais Ah non, mais il est devant. C'est pas parce que l'autre en a marqué plus, pour moi. Non, bien sûr. C'est attention. Non, mais quand même, ce qu'il faut se dire, c'est que... On parle de la qualité de ce geste technique-là. Et pourtant,
Là, je vais me faire taper sur les papis des années 70 qui vont venir me parler de Platini. Là. 44. Voilà, non, mais attends, c'est À pas... Lyon. Non, mais voilà, non, mais même, il suffit juste de regarder comment c'est tiré. C'est... Si vous n'êtes pas sûr, écoutez Thierry Henry en parler sinon. Voilà, Thierry Henry qui en a parlé d'ailleurs déjà il y a quelques Quand il était au années. New York Red Bulls. Voilà, donc voilà, Ils ont joué ensemble. c'est ça. Mais c'est voilà, c'est incroyable. C'est le mec qui te fait dire que toi, même si t'aimes le foot, bah, t'arriveras jamais à le faire ça. Ah, j'ai essayé. Non, mais c'est. Alors moi, J'ai essayé. je tiré pas forcément de cette façon, mais tu vois, je sais que voilà, c'est incroyable. Et pourtant, nous en France, faut dire qu'on a eu Michel Platini. Ouais. On a eu Michel Platini, et quand il tirait, ça semblait facile. Et il te mettait pas des coups francs de 40 mètres, avec des ballons téléguidés, là, comme ça. Enfin, voilà. Donc voilà. Qui fait manger le poteau à Oliver Kahn. Qui fait manger le poteau à. C'est Zidane, ça. C'est Zidane avec Bordeaux contre Karlsruhe. Non, mais il en met aussi un contre Oliver Kahn. Qui? Juninho. Ah, d'accord, je crois que tu parlais de Platini, pardon. Non, Ah oui, non, je crois que tu parlais de Platini, je m'excuse. Non, tu sais, je les connais quasiment tous par cœur, je pense. Les coups francs de Non, Juninho. mais Je les ai je suis vus, revus. désolé, je pensais que tu parlais de Platini et Zidane. Non. Ouais, non, mais voilà, enfin, voilà, moi j'ai un profond respect pour Juninho, voilà, mais pour revenir donc à ces années 90, donc évidemment il y a eu le grand OM de Pelé, Waddle, enfin, tous les joueurs que j'ai cités, et puis il y a ce Milan AC qui est une des meilleures équipes de l'histoire, Rijkaard, Gullit, Van Basten, Ancelotti, Costa Curta, Paolo Maldini, Baresi, Sebastiano Rossi dans les cages. Enfin, voilà, t'as comment il s'appelait, un très bon joueur qu'on oublie souvent de citer qui s'appelait Lentini, très très bon joueur sur le côté gauche. Et voilà, Roberto Donadoni. Enfin voilà, que des cadors dans cette équipe du Milan, voilà, c'est pas pour rien qu'on la classe parmi peut-être la meilleure équipe de l'histoire avec le Barça de Guardiola, en club je parle. Mais il y avait un autre club, voilà, c'est le FC Barcelone de Johan Cruyff. Alors, le FC Barcelone de Johan Cruyff, notamment qui gagne la Champions League en 92, et c'est cette saison-là surtout qu'ils éclairent l'Europe à côté du Milan et de Marseille. Et puis là, tu as une Dream Team. Là, pour moi, tu as vraiment une Dream Team, et ma sensibilité personnelle me fait presque plus... En fait, je te lasse jamais de les regarder jouer. T'as des stars à l'OM, t'as des stars au Milan AC, et t'as ces stars au FC Barcelone, qui sont Hristo Stoichkov, Ronald Koeman, qui était mon joueur préféré du Barça à cette époque. Guardiola. Alain Guardiola, je sais plus. Non. Je sais plus. Je ne vais pas dire de bêtises. Je crois que t'as Manuel... Alors non, c'est pas lui. T'as Laudrup. Ouais. T'as Michael Laudrup qui est... Enfin, il est fantastique. Enfin, Michael Laudrup, c'est... Il y a un jour... Alors, faut retrouver ça, je sais plus. Alors, je sais plus, c'est Pelé lui-même. Mais je crois que c'est Pelé lui-même qui a dit que si Michael Laudrup je sais plus. Alors, si Michael Laudrup avait été quelque chose, on parlerait autant de lui que de moi. Je sais plus ce qu'il avait dit, c'était un truc un peu banal. S'il avait été brésilien, peut-être. Peut-être, je sais plus. Je crois que c'est des trucs comme ça. C'est vrai qu'être danois dans le football, Ouais. ça fait pas rêver. Non, mais ouais, malheureusement, mais c'est dommage ça tu vois, de parler comme ça. Mais voilà. Mais il me semble que c'était une phrase un peu comme ça, il faut la retrouver. Enfin, où on disait qu'il était magique. Franchement, comme je dis souvent déjà, parce que Laudrup, on entend moins parler que les autres. Pareil, si vous pouvez aller voir des vidéos sur Laudrup quand il était au Barça ou quand il était au Real, mais foncez quoi. Voilà, donc t'avais puis c'était Cruyff qui coachait ça, mais je crois que t'avais Guardiola, je crois que t'as raison. Hein. Je pense. Je crois que t'as raison. L'oncle Nadal, il jouait pas aussi? C'est lui que je cherchais. T'avais Miguel Angel Nadal. Ouais. Est-ce que Tony... Je cherche le gardien depuis tout à l'heure. Je cherche le gardien, j'ai un trou. J'ai des trous, c'est loin. Mais voilà, oui, t'avais Romario. En fait, où il arrive peut-être juste après Romario, attention. 92-93 peut-être, pas 91-92. Bon bref, cette équipe je crois qu'il y a Baquero, je sais plus si Baquero c'est... Ouais, je sais plus. Voilà, je veux pas dire de bêtises, mais cette équipe, pareil, le Barça surtout de 92 à 94, tu vois, c'est là où je voulais en venir. Parce qu'il gagne la Ligue des Champions en 92 contre la Sampdoria de Gênes, avec ce coup franc de Koeman. Et puis après, t'as Romario qui vient s'ajouter à ça. Et là, t'as Romario, t'as Stoichkov. T'as la Coupe du Monde 94 qui passe, et t'as Giorgi Hagi en plus qui vient se rajouter à ça. Et en fait, là, l'autre groupe est parti par contre, ils se croisent. Mais là, par contre, en fait, c'est que du bonheur pour les yeux.
c'est que du bonheur pour les yeux. Et ce qui est drôle, c'est que cette équipe-là, alors t'as Marseille qui va battre Milan en 93, alors que Milan est favori. Et l'année d'après, eh ben, c'est Barcelone qui est favori en finale contre Milan. C'est Milan qui gagne. Et c'est Milan qui gagne, en plus 4-0. Voilà, ils De éteignent. belle manière. D'une belle manière, un peu comme cette année, tu sais, quand tu t'attendais un peu à Leverkusen qui gagne la finale contre l'Atalanta, que finalement l'Atalanta les a écrasés 3-0, non? Ouais. Je sais plus. C'est ça, avec Lookman, Lookman, ouais, qui a été fantastique. feu. Ouais. Qui d'ailleurs, très bon joueur, Lookman, cette année. qui a fait un bon match encore hier. Hein. Ouais, qui a fait Super un but. très bon match hier, ouais. Encore. Ouais. Mais c'est un joueur qu'on parle pas, c'est ça aussi. Donc voilà, donc ça fait un peu partie, tu vois, ces joueurs-là, par rapport pour reprendre ta question de base, je dirais que surtout que ça a beaucoup tourné autour de la Coupe du Monde pour moi. Hein. Ouais. Quand tu m'as posé la question à moi, ça a beaucoup tourné autour de la Coupe du Monde 90, l'OM, le Barça. J'avais plus de sensibilité moi avec le Barça qu'avec le Milan. Et après, dans la continuité, la Coupe du Monde 94. Voilà. D'accord. Et puis après, bien sûr, le dernier que je peux citer, même si j'étais déjà un peu plus vieux, c'est Zidane. C'est Zidane, et je vais dire pourquoi. Je vais dire pourquoi. Et s'il y a une certaine Julie qui m'écoute, parce qu'en fait, il y avait une fille dans mon quartier qui s'appelait Julie, et qui était fan de Zidane, mais genre, c'est la seule personne que je connais qui était fan de Zidane avant moi. C'est-à-dire qu'elle était fan de Zidane, mais c'était son joueur préféré alors qu'il était à Bordeaux. Ok. Et il n'était pas en Il fait avait encore des cheveux. Quoi. Il avait encore des cheveux, et il n'était pas genre les 2 dernières saisons à Bordeaux. C'était à ses débuts à Bordeaux. Quand il venait de Cannes. Il arrivait de Cannes. Quand il arrivait de Cannes, donc 92-96, ce qui fait Cannes de 86 à 92. Formation, début, contrat pro, tout ça. Où je le repère. Mais il est bon, les techniques. Comme toi, tu aurais pu repérer Cherki à ses débuts, tu vois. Et puis après, bon, on voit qu'il est super bon. Il va peut-être venir à Marseille. Tu as la fameuse légende que Courbis met un coup de pied sous la table à Flelou pour qu'Aflelou ne laisse pas passer le truc et que Tapi ne le prenne pas parce que Tapi le trouve un peu trop lent. Pour une fois, Tapi s'est trompé. Et puis, tant mieux pour Zidane qui se soit trompé parce que l'OM l'année d'après, ils vont en Ligue 2 par rapport à tout ce qu'on connaît. Ouais. Donc, du coup, t'as Zidane qui arrive à Bordeaux et cette fille-là de mon quartier. Et alors, je lui ai souvent dit, mais c'est parce qu'il est bon, c'est parce qu'il est beau. Elle m'a dit les deux, mais elle adorait Zidane, vraiment. Et en fait, elle m'a fait aimer Zidane. C'est une fille qui m'a fait aimer Zidane. Et je précise parce que c'est avant tout le monde. C'est-à-dire que moi, quand Zidane, il met ses 2 coups de tête en 98, j'ai une sensation personnelle de le perdre. Parce qu'avant, je ne dis pas qu'il appartenait à moi, tu vois. Ouais. Mais si tu veux, c'est un peu comme au début quand j'ai adoré Gourcuff, tu vois. Gourcuff, il n'y avait que moi qui adorais Gourcuff, au tout début. Et Zidane, en fait, dans mon entourage, je parle, attention. Et Zidane, en fait, moi je le kiffais à Bordeaux. Moi j'avais encore des posters là récemment quand j'ai fait le tri. Je me rappelle, il était en haut à gauche derrière mon lit. J'étais pour l'OM, hein. J'avais le poster de Zidane, Bordeaux, Panzani, tu sais. J'avais ce poster là avec ses cheveux, comme tu dis et tout. Je me rappelle très très bien. Et je crois que je l'ai offert au frère d'un collègue. Mais j'étais fou de lui. Et après, il y a l'Euro 96. Et là, moi, j'attendais Zidane. Comme les gens, après, ont commencé à l'attendre en 98. Et si tu veux, et après, en plus, bon, il y a eu les 2 buts en finale. Mais si tu veux, voilà, il était notre meilleur joueur en 98, même pendant la pré-Coupe du Monde. Tu vois, surtout en janvier, là, il met son but au Stade de France. Après, il met son super but contre la Norvège le mois d'après, où ils font 3 partout. Et voilà, on voit que c'est le meilleur. Même si on a une défense de feu. Après, il y a les anciens, plus anciens, qui sont Laurent Blanc-Deschamps, tu vois. Mais il y a ce meneur de jeu voilà, qui étincelle, et qui a beaucoup été critiqué après l'Euro 96, parce qu'il n'a pas été performant, parce qu'il a eu un accident de voiture juste avant l'Euro 96. Mais Zidane, moi en 96, je le kiffe autant presque, alors pas autant que, pas aussi fort peut-être que ce que je l'ai kiffé après 98, mais je le kiffe autant presque que ceux qui l'ont kiffé après ses 2 buts en 98. Donc c'est pour ça qu'après j'ai eu cette sensation de, pas de le perdre, tu vois, mais de... Et c'est devenu... Et c'est là où ça revient un peu à, tu sais, moi qui adore regarder des matchs de jeunes joueurs, les découvrir, etc. L'avoir découvert avant tout le monde et le voir s'épanouir, percer, devenir un super joueur. Oui. Et t'as une fierté en plus, tu vois. Exactement, mais c'est exactement ça. Parce qu'aujourd'hui, il y en a plein qui vont te dire, et j'en connais, hein, ah, moi Zidane, mais moi, Zidane, personne n'en parlait. Il n'y a que cette fille-là de mon quartier. Et c'est pour ça que je la mets à l'honneur en parlant de cette Julie-là. Et parce que, en fait, oui, il y avait quelqu'un avant moi, mais c'était Zizou, je l'ai kiffé de fou. Moi, quand j'allais à Marseille, au quartier du Merlin, alors pas le Merlan, qui est beaucoup plus connu, quand j'allais à Marseille, au quartier du Merlin, j'ai fait un foot avec lui sans savoir ce qu'il allait être après.
quand il était à Cannes. D'accord. J'étais gardien entre deux poteaux d'arbres, dans un quartier en pelouse qui était en pente, voilà. Et un de ses cousins qui s'appelait Jamel, je crois, qui était 3 bâtiments à côté de celui de mon oncle. Je retourne à Marseille 2 ans après passer mes vacances. Il me dit, ouais, t'as vu mon cousin, il va à Bordeaux. Mais qui ton cousin? Il me dit, ben Yazid, Ziz. Ah, mais Zidane. Je dis, ouais, mais Zidane, c'est ton cousin. Et je l'ai pas cru pendant un moment. Je me suis bien rendu compte qu'en fait, si, c'était vraiment son cousin. Et après, il est devenu ce qu'il est devenu. Bon, après, j'ai perdu le garçon de vue. Mais je veux dire, il y avait ce truc en plus, tu vois. C'est un truc, voilà, que moi, je me souviens d'un type qui gueulait, c'est bizarre, alors qu'il paraît super calme. Il a paru super calme tout au long de sa carrière, quasiment, sauf quand il a pété les plombs. Et je me souviens d'un type qui gueulait un peu quand on faisait ce foot-là. Mais voilà, c'est tout le souvenir que j'en ai. Je parle de 89, je suis gamin, j'ai 7 ans. Mais voilà, quoi, c'était... c'est ce truc-là de Zizou qui a amené quelque chose en plus en moi, pour venir à ta question. Parce qu'en fait, là où je l'ai beaucoup senti, c'est quand il a arrêté après 2006. Je me suis senti un peu comme le sujet là, que tu mets aujourd'hui, là, quand on se sent tous un peu sans les joueurs iconiques. Et pourtant, il y en avait d'autres en 2006, on en a cité plein d'autres fois. En 2006, on avait des beaux joueurs encore. Totalement. Mais si tu veux, moi j'étais tellement focus Zizou. En fait, si tu veux, il m'a embarqué dans son truc, tu vois. Ouais, je vois. Pas que Ronaldo ne l'a pas fait autant, tu vois. Ronaldo, pourtant, que j'adore, mais ne l'a pas fait autant, tu vois. Et si tu veux, moi, mon horizon s'est réouvert après que Zizou ait arrêté le football, tu sais. Et c'est là où je suis parti sur Gerrard et d'autres joueurs, quoi. Et voilà, quoi. Donc, vite fait pour résumer, je te dirais les joueurs de l'OM, du Barça, de la Coupe du Monde 90-94, et Zidane après qui a clôturé tout ça. Ceux qui m'ont fait vraiment aimer le foot. Celui qui... Je peux finir. Ouais, vas-y. Celui qui est en tête d'affiche, ce serait Zidane. Mon préféré ou le meilleur? Mon préféré? Ouais, le préféré, allez. Le suspense. Bah, c'est dur ce que tu me demandes. Il y en a 3. Il y en a 4. Oh putain, j'en ai oublié un de malade. Sacrilège pour ma vie personnelle et pour le monsieur, pour le joueur qu'il est. J'en ai oublié un de malade. Et Pascal, là, il aurait été là, il me l'aurait dit. Parce que l'ami Pascal, voilà, il travaille dans les écoles. On va pas en dire plus, voilà, c'est sa vie privée. Et quand il croise une dame de la cantine, qui était une grande sportive, qui s'occupait beaucoup du sport autour de l'école, c'est une femme très sportive, à chaque fois qu'elle voit Pascal, elle lui dit « Et comment il va, Kanto ?» Donc Kanto, c'est mon premier surnom, moi, avant que certains me disent Zizou ou Marc Zizou dans leur portable. Parce que Kanto, j'avais un mauvais caractère. J'avais un très mauvais caractère, et puis j'étais un bon footballeur, sans me vanter. J'ai pas envie de parler de moi, je suis déjà en train de rougir, là, je le sens. Donc je vais pas m'aventurer sur ce sujet-là. Mais bon, voilà. Quoi? Kathleen qui nous a fait un record de temps. Non, on est parfaitement dans les temps, t'inquiète pas. Coucou Kat. Et Cantona, du fait qu'on m'ait donné ce surnom-là, je me suis un peu plus posé sur le joueur, tu sais. Mon directeur d'école qui était aussi mon maître en CM1, CM2, donc c'était mon instit, et c'est aussi le directeur. C'était le père de mon meilleur ami d'ailleurs à l'époque. Il m'appelait Kanto. Et souvent on me disait, comment il va Kanto? Souvent on me prenait de mes nouvelles en disant ça. Et ça m'a fait me poser sur Kanto. Alors j'avais pas trop suivi son truc à l'OM, même si je me souviens évidemment de ce match légendaire contre Bordeaux où il a failli mettre deux des plus beaux buts de sa vie, une retourne acrobatique et un lob du milieu du terrain qui atterrit sur le poteau face à Joseph-Antoine Bell. Et puis par rapport à plein de déclarations iconiques, j'ai envie de dire aussi, voilà, c'était un bad boy, hein. On va pas, voilà, il s'en bat les couilles Kanto. Et c'est un Marseillais. Et puis j'ai adoré Kanto. Et en fait, il y a une VHS pour moi qui résume tout, qui résume même sa vie aujourd'hui encore. Alors je te parle, la VHS, elle est sortie dans les années 90. On est en 93 quand se sort cette VHS, donc l'année de l'OM. La VHS s'appelait, et pour moi, ça résume exactement Cantona. Jusqu'à aujourd'hui, je te parle. Par rapport, comme si cette VHS, le titre de cette VHS avait été visionnaire. La cassette s'appelle Kanto l'artiste. Et pour moi, ce mec, c'est un artiste. Que ce soit en foot ou autre, hein. Que ce soit en théâtre, en cinéma, c'est un artiste. Et sur le terrain, quand il va à Manchester United, voilà, donc on pouvait pas suivre on voyait l'équipe du dimanche, on pouvait pas suivre comme on suit aujourd'hui, je répète. Donc il y a ce fameux match à Nîmes Olympique où il va à Nîmes Olympique parce qu'à un moment donné, il n'y a peut-être plus trop de clubs qui veulent d'un mec comme ça. Il a jeté le maillot de l'OM à terre, il ne faut pas l'oublier. Voilà, il a tenté des panenkas dans des séances de tir au but avec Bordeaux, des panenkas qui ont atterri sur la ligne, qui n'ont pas franchi le but, qui ont éliminé son équipe. Il est passé par Montpellier, il est passé par Auxerre.
Ça a clashé dans beaucoup d'endroits. Avec Giroud. Avec Giroud. Après, il avait aussi trouvé un client en face. Oui. Mais il a jamais. Voilà, Kanto, c'est un bonhomme. C'est quelqu'un qui il fait comme il sent les choses. Voilà, il a aucune gêne. Il va pas suivre forcément l'avis des autres aussi. Voilà, il n'a pas eu de scrupule à descendre Thierry Henry après la main contre l'Irlande. Voilà, il s'en bat les couilles. C'est le résumé. Et Kanto, footballistiquement, donc après ça, il va arrêter le football. Ça fait déjà 2 fois qu'il va arrêter le football à un jeune âge. Donc il y a eu l'histoire avec Henri Michel qui ne l'avait pas sélectionné pour une bêtise ou je sais plus quoi et qu'il avait traité de sac à merde en pleine interview. Il y a eu ce ballon jeté sur l'arbitre en plein match avec Nîmes Olympique qui le sanctionnera de plusieurs mois Plusieurs mois, oui. voilà, et qui décidera là d'arrêter. Et puis il décide de partir en Angleterre se faire une santé. Il arrive à Leeds United. Et Leeds, je crois qu'avant ça, a vérifié, mais n'avait jamais été champion d'Angleterre. Et lui, l'année où il arrive, il va mener l'équipe au titre. Parce que quand on dit qu'il va mener l'équipe au titre, il va mener l'équipe au titre. C'est une résurrection, un peu comme Gascogne en 96. Et avec Leeds United, il te met des buts, mais qui sont techniquement parfaits. Oui. Voilà, techniquement parfaits. Et puis il arrive et il s'impose. Il n'y a pas tu sais là, comme Rai au PSG ou comme des joueurs qui arrivent dans des clubs de Ligue 1 ou quoi. Non, il faut l'année d'adaptation. Non. Et Kanto, il n'a pas le temps, il arrive à Leeds. Il est un des hommes forts d'entrée comme Drogba à Marseille. C'est un des hommes forts de son équipe et il mène le Leeds United au titre. Bim, il tape de qui dans l'œil d'Alex Ferguson. Ferguson le recrute dans Manchester United. Et aujourd'hui, on te dit quel est le joueur le plus important de l'histoire de Manchester United. On va te citer Cantona devant Ronaldo et devant d'autres joueurs. Donc voilà, je voulais vraiment avoir tu vois, je l'avais oublié. Je voulais vraiment avoir ce petit truc sur Cantona parce que quand je vous dis que c'était une légende du football français dont on parle pas assez, eh ben, ça je peux vous dire. Donc alors pour répondre à ta question, le plus c'est Zidane. Je vais dire oui dans le sens où c'est peut-être celui que j'aime le plus. De Zidane, de Cantona, de Waddle, de Papin. Maradona, je sais pas, j'ai le cœur coupé en deux. Mais comme Zidane est un peu plus dans le tard que les autres, à la racine, il n'y est pas Zidane à la racine. Ouais. Il n'est pas aussi haut que d'autres joueurs que je t'ai cités. Donc, sur la préférence, Zidane. Mais pour répondre vraiment concrètement à ta question sur la racine, ça se joue entre Maradona, Papin, Waddle, Cantona. Je vais enlever Papin, parce que même s'il est ce qu'il est, qui a tellement représenté et fait pour l'OM, je suis obligé de l'enlever parce que je sais déjà que mon joueur préféré à l'OM, c'est pas Papin, c'est Waddle. Donc il me reste Cantona, Waddle et Maradona. Donc c'est très dur. Qui m'a fait aimer le football parmi les trois? Vraiment, Chris Waddle. Voilà. Et c'est pourtant la moins grosse légende de tous. Mais je dirais Chris Waddle. Des 5 que tu as cités, oui, c'est sûr. Je dirais Chris Waddle. Chris Waddle qui, si un jour on fait ce fameux top dont tu nous as parlé, ne sera peut-être même pas dans les 10 ou 20 premiers. Hein. Est-ce qu'il sera dans les 50? Peut-être. Mais la question, c'est qui m'a fait aimer le foot. Ah ouais, non, mais bien sûr. Donc, ils sont nombreux, je te les ai cités, je t'en ai cité pas mal. Mais d'où le truc est parti, Waddle. Parce que je regarde cette Coupe du Monde 90, oui, il y a des joueurs que j'ai aimés. Voilà, Maradona, Gascogne, Mataos, Dragan Stojkovic. J'ai adoré Roger Mila, j'en ai pas aussi beaucoup parlé, je n'ai pas assez parlé. Roger Mila, j'ai adoré. Le fantasque gardien colombien Higuita, Valderrama. Ils sont nombreux, il y avait les Hollandais aussi, ils étaient là, Gullit Van Basten et Rashkar déjà. Et puis Toto Schillaci qui marquait but sur but, qui n'était pas attendu non plus. Mais ça a vraiment démarré la flamme du joueur où j'ai dit c'est mon joueur préféré. Avant Waddle, je n'en avais pas dit un seul, tu vois. On m'avait pas posé la question non plus. Mais oui, Waddle, c'est Waddle. Le premier joueur, si je devais en choisir qu'un seul, c'est Waddle. D'accord. Voilà. Bon, maintenant, tu penses à tous ces grands noms et tu te remets à aujourd'hui. Ah oh là là, Ganago. Jordan Ferry. Et tu te dis que ce soir, il y a des matchs de Ligue des Champions. Alors voilà, j'aime toujours autant la compétition, j'aime toujours autant la Ligue des Champions. Mais tu vois, par exemple, Axel, c'est super ce que tu dis parce que j'ai pas regardé qui jouait ce soir.
À l'époque, j'aurais regardé. Ouais. J'ai pas regardé Non, qui je jouait sais- ce soir. Je sais pas non plus. Je vais me poser dans les Je sais champions. qu'il y a Lille qui joue à Il y a Monaco 18h40, aussi. à 18h45 que je suis en train de manquer. Il y a Toi tu Monaco t'en aussi. fiches, mais moi je le manque. Bah, si tu m'avais dit on regarde Lille, on aurait regardé. On aurait pu mettre une petite télé pendant C'est le vrai, truc. on a pu regarder, on aurait pu le mettre en feu. Ah, attends, il y a une installation bientôt, là. Attends, c'est dangereux, là. Mais non, Bisous, Kat. c'est vrai que non, je sais pas les matchs qu'il y a. Je sais qu'il y a Monaco. Tu vois, Je c'est sais fou, qu'il y a hein. Dortmund Barcelone parce que j'ai regardé un C'est peu ça. la Youth League. Et tu vois, mais c'est ça, mais à part l'OM, comme tu as dit, c'est intéressant ce que tu as dit par rapport au club. Mais oui, mais Mais ça, à et ça, part l'OM, tu moi, tu je peux sais- citer les 3 prochains matchs de Marseille. Alors je pense. Là, il y a un Je peux peu t'en citer il y deux. a un peu la trêve entre Je peux eux. t'en citer mais- que deux en fait. Je peux te citer Lille et Saint-Etienne. Parce qu'il y a la Coupe de France. Le Ouais. 22. Donc je sais qu'il y a Lille ce Mais là, week-end et c'est- Saint-Etienne le week-end ouais. prochain. Mais après, à la rentrée, je sais pas. Ouais, Mais non, par- parce mais qu'à la par- mais- rentrée, elle est traite celle-là. Mais par exemple, vu que tu sais, toi, t'es arrivé dans une époque où on est inondé par l'information footballistique des autres championnats. Ouais. Mais nous, c'était vraiment pas le cas. Et si tu veux, ce truc-là, t'étais focus OM, tu vois, même si tu vois les autres clubs, ouais, ils sont forts, les joueurs que je t'ai cités, tout ça et tout. Ouais. Mais le fait d'être passionné de foot, comme toi tu l'es, comme moi je le suis, comme Pascal il peut l'être, tu sais, nous on est vraiment. Voilà. Et encore Pascal, chapeau, parce qu'il arrive vraiment à Montpellier. Ouais. T'es costaud, mec. Mais si tu veux, le fait d'être passionné de foot, de nous ouvrir aux autres championnats, moi ça m'a fait aimer d'autres clubs. Attention, j'ai dit aimer, d'accord? J'ai pas dit je suis. Ok. Je vais regarder. Avant, je disais même, je disais en Espagne, je suis pour le Real. Ce qui est vrai, je soutiens plus le Real. On va dire que je ne suis pas supporter, on va dire que je suis fan. C'est une fan de cette équipe. Je suis fan de Liverpool. J'adore la Juve, beaucoup moins maintenant. J'adore le Bayern. Mais voilà, comme je dis souvent, moi j'ai mes paliers. OM, équipe de France, palier 1. Liverpool, Real, palier 2. Juve, Bayern, palier 3. Et encore maintenant, le palier 3, il est un peu balayé. Mais par exemple, avant, je savais contre qui aller jouer il y a encore 10 ans, hein, il y a entre 5 et 10 ans. Hein. Je savais contre qui le Real il recevait le week-end, tu vois. Ouais. Je savais je savais beaucoup Liverpool, j'adorais Liverpool. J'adore Liverpool de toute façon après Marseille. Et vous voyez, cette année, Liverpool, je les ai moins suivis par exemple que les autres années. Et parce qu'en fait, voilà, alors, je sais pas si c'est les occupations, là, ou peut-être même, comme il a dit Axel, ne serait-ce que la passion, hein, le temps, les joueurs iconiques qui nous manquent. Quand t'as dit, tu sais, là, dans la semaine dernière, Ouais. ouais, t'as dit un truc. Et en fait, ça m'a rendu fou, là, quand t'as dit, putain, il y a Liverpool qui joue, je vais voir McAllister jouer, tu sais. C'est génial, je vais voir McAllister jouer. En fait, McAllister, moi, je trouve super bon. Oui, mais. Et en fait, oui, t'as raison, ça fait pas ce truc-là. Mais non. Alors qu'avant, tu dis, je vais voir l'OM et je vais voir Waddle, tu vois. Ou je vais voir l'OM et je vais voir Drogba. Oui. Tu vois, tu rajoutais Je le. vais voir Ribéry, je vais voir Voilà. Sami Nasri. Voilà, c'est exactement. Alors c'est vrai que heureusement, moi avec mon équipe, et c'est parce que je suis supporter, mais c'est vrai que. Alors dans mon équipe, je sais que moi, fan, lui il peut aller voir Cherki, moi je sais que je suis content d'aller voir Hochberg. Mais c'est vrai que si tu te poses sur d'autres équipes que tu ne supportes pas forcément, Barcelone, on va te dire, ouais, il y a Lewandowski, mais c'est tout. Alors que c'est une des plus grosses cylindrées actuellement en Europe. Mm. Et c'est vrai que moi qui adore Liverpool, je me dis heureusement qu'il y a Mohamed Salah. Parce qu'en fait, il n'y a pas Mohamed Salah. Je suis en train de me dire, putain, mais c'est qui va me faire vibrer? Alors j'aime bien Luis Diaz, moi. Mais qui c'est qui va me faire vibrer, en fait, je suis en train de me dire. Et en fait, il a raison, Axel. Et en fait, c'est hyper impactant, le sujet qu'il a posé la semaine dernière. Parce que, enfin, moi, ça m'a impacté de fou, en fait. Plus que ce que je le dis, mais c'est encore plus que ce que je ressens à l'intérieur de moi. Et je me dis, putain, mais merde, quoi. Et je me suis même mis, moi, dans la semaine, à réfléchir à des joueurs iconiques. J'ai le truc Harry Kane. Non, tu n'en as pas beaucoup. Non. Et c'est vrai que c'est hyper compliqué, tu vois. Donc, on se pose des questions. Alors, un jour, il y a un de mes abonnés qui m'a dit, tu verras que dans 3 ans, tu ne regarderas plus le football. Et bien, par rapport au sujet qu'Axel a posé, je m'en suis posé la question. Est-ce que dans 3 ans, moi, qui est connu dans ma ville pour aimer autant le foot, est-ce que dans 3 ans, je n'ai pas seulement regardé des résumés de matchs, à part l'OM? Je me pose la question. Mais je me posais la question, il n'y a pas si longtemps, on a des problèmes à Lyon d'argent, etc. Ouais. On est menacé de descendre en Ligue 2. Toujours Je n'ai pas suivi. Ouais, toujours. bah, tant que, D'accord. tant Alors- que c'est pas résolu, de toute façon, si on descend en Ligue 2, je pense que ça fait banqueroute et on repart à casse-départ, donc soit en N3. Oh mon dieu. Si ça se fait, imaginons il n'y a pas de repreneur, le club n'existe plus, ce qui n'existera Ouais. pas. C'est pas possible, des gens reprendront, mais
il va se passer quelque chose comme au Girondins de Bordeaux. C'est ce que j'allais te dire comme Bordeaux. Mais imaginons personne ne reprend. Je fais une petite parenthèse avant que tu Vas-y. termines, excuse-moi. Je sais, comme je ne m'y connais pas autant que toi dans ces sujets-là, si Lyon accroche une place européenne, ça ne les sauve pas? Non, là c'est le déficit. C'est Oui. le déficit et c'est la Parce que t'as DNCG pas des qui rentrées bloque. d'argent là dans ces trucs-là? Si, Et mais ça sauvera pas. il faut vendre aussi. En fait, il faut que tu puisses justifier que ces 3... Si, tu peux. D'accord. Mais il faut justifier que ces 300 millions de dettes, tu puisses les couvrir avec la vente de ce joueur, le nouveau sponsor, l'actionnaire qui apporte de l'argent, comme Macourt le fait si bien. Et puis ce genre de choses. D'accord. Et je me posais la question, imaginons Lyon n'existe plus demain. Je vois où tu vas en venir, je crois savoir où tu vas Pour en moi, venir. le football c'est mort. Voilà ce que je savais que tu allais dire ça. C'est mort. Ouais. Je reprends le handball et je vais aller voir Montpellier parce que c'est une équipe que j'adore et que j'adore le MHB. Et je sais pas, moi, je deviens fan de rugby, j'en sais rien, mais le football pour moi c'est mort. Non mais Parce que à l'heure actuelle, le foot, ça c'est le club, ouais. Lyon, c'est toute ma vie, c'est horrible, mais c'est tout pour Tu moi. regarderais plus la Ligue des Champions? Je sais même pas. La Coupe du Monde. Ouais, si, Ah, si voilà. la Coupe du Monde, parce que Ouais. c'est les émotions. la On Coupe du Monde. deviendrait comme tous ces supporters Voilà, qui regardent que exactement. tous les 2 On ans. deviendrait que des c'est horrible, de rien que d'y penser, putain. C'est horrible ce que tu dis. Ouais. En fait, Axel, il veut nous niquer le moral. Mais en fait, chaque podcast, il va nous enfoncer encore plus, en fait. Mais Bon, le truc, c'est on que va c'est être en dépression. c'est des choses qui peuvent arriver. C'est ça le Plus problème. vite que prévu. Ouais. C'est effrayant. Bah ouais, peut-être que le foot est en train de mourir, comme certains m'ont dit, et peut-être qu'ils ont raison. Hein. Peut-être qu'ils ont raison, puisque moi, j'ai ce défaut-là. Alors, est-ce que c'est un défaut? Moi, je ne pense pas, mais c'est vrai que ça peut l'être aussi de regarder le foot à 42 ans avec des yeux d'enfant. Et je suis content d'être comme ça, parce qu'un jour, Lilian Thuram m'a dit, après la demi-finale contre le Portugal en 2006, il a dit, juste après, comme il a été élu homme du match, il a dit, ben, ce qu'il y a, c'est que j'ai 34 ans. Quand je fais mon sac pour venir jouer un match de foot, je le fais encore, je revois l'enfant que j'étais il y a 8 ans, où je mets autant de plaisir à mettre mes chaussettes, mes protège tibias, mon short dans le sac, pour venir faire un match de foot. Il a dit, tant que j'aurai ça, je continuerai le foot. Et en fait, moi en tant que spectateur, c'est un peu ça. Mais c'est vrai que Axel a souligné un truc important, et c'est vrai que je me rends compte que je le perds, ça. Et qu'il n'y a pas longtemps, alors moi j'ai eu un premier déclic, c'était à l'Euro 2024. En termes de joueurs iconiques, ben, il n'y en a pas eu tant que ça, même si l'Angleterre est allée en finale. L'Espagne, c'était un collectif. Heureusement, il y avait une autre équipe qu'on supportait, les Bleus. Mais après... Et ça te donnait même pas envie de regarder du foot. Et puis en plus, la qualité en plus. Ça te donnait pas envie. Non, il y avait en plus cette qualité. Et je peux vous dire, j'ai vu tous les matchs. J'ai vu tous les matchs. Ouais, ça te donnait pas envie. La qualité du jeu de cet Euro, c'est... Enfin, alors moi, j'en ai pas vu beaucoup, mais c'est une des pires, je pense, de l'histoire du football. L'une des pires. Peut-être pas la pire. C'est simple. Moi, pour avoir vu ce que j'ai vu, hein, alors je peux pas te parler avant 90, mais depuis toujours, je disais que c'était alors en termes pas de qualité, mais je parlerais plutôt de nombre de buts marqués notamment. Ouais. Je parle pas de joueurs iconiques. Hein. J'ai beaucoup parlé de la Coupe du Monde 90, mais jusqu'à aujourd'hui, je la mettais comme la compétition internationale la moins top que j'ai vue, tu vois. Même si après, je suis pas spécialement un grand fan de l'Euro 2008 ou quoi, tu vois, ou de l'Euro 2012. Mais c'était elle que je mettais en dernier, c'était la Coupe du Monde 90. Et ben, l'Euro 2024, je la fais passer en dessous la Coupe du Monde 90. Alors non seulement pour la qualité, parce qu'il y a beaucoup moins de bons footballeurs qu'en 90, pour tout, pour les joueurs iconiques, pour la qualité de jeu, pour le football proposé. Enfin voilà, donc oui, moi ça a été un premier déclic, et je me suis rendu compte... ouais, j'ai un collègue qui m'a dit, mais même toi tu te lasses. Mon collègue, mais même toi, il m'a dit, Johnny, tu te lasses. Mais tu sais que là, je suis en train de réagir. En fait, moi, cet Euro, j'ai essayé... Enfin, t'essayes de te rattacher à certaines équipes. Ouais. Je t'avais parlé de la Géorgie, je me suis rattaché à la Géorgie. Oui, c'est vrai. J'ai regardé tous les matchs de la Géorgie. Oui, c'était bien en plus, Géorgie. C'était bien. Mais je sais pas si avant, tu avais ce besoin de te rattacher à une équipe, enfin, du moins de vouloir regarder tous les matchs de cette équipe parce qu'elle t'intéresse. Je sais pas. Alors, ce qu'il y a de bien avec toi, c'est que
comment ça s'appelle, tu connais déjà bien les équipes, des fois certains joueurs que moi je ne connais pas qui arrivent et tu me dis, par exemple tu m'as parlé d'un joueur qui est resté dans ma tête et que j'ai beaucoup aimé pendant l'Euro, c'est Araslin. Oui, C'est ça, j'ai beaucoup aimé. Donc du coup, aujourd'hui... Lui, il a quand même il a 29 ans, mais... Ouais, mais tu vois, moi je connais pas tout le monde, j'ai pas de honte à le dire, on me dit Johnny connaît... Non, je connais pas, je connais moins qu'Axel et Pascal, les jeunes joueurs. Alors oui, j'en connais peut-être autant si tu prends mes années d'avant, parce que voilà, on est d'accord. En termes de jeunes joueurs, mon maître il est là, et Axel et Pascal aussi. Hein. Non, mais c'est vrai, il faut arrêter de... Moi je parle de ce que je connais, donc oui, non, moi il y a des joueurs exotiques que je connais pas forcément. Par exemple, moi, je crois qu'il avait déjà 32 ans, j'avais découvert l'espace d'une Coupe du Monde, un Costaricien, je sais pas comment on dit, Christian Bolanos. Je me dis, putain, il est trop fort lui. Il m'a épaté pendant la Coupe du Monde de 2014. Je suis allé voir où il jouait. Putain, le mec, il joue à Copenhague, quoi. Un Costaricien qui joue à Copenhague. Ben, le mec, je peux vous dire qu'il a marqué ma Coupe du Monde 94. Je l'ai mis parmi les joueurs qui m'ont marqué. Ce n'est pas un joueur iconique. Mais 94 ou 2014 2014, pardon, excusez-moi. 2014. 2014, c'est l'année où ils font quart de finale, huitième de finale. Où ils font premier du groupe avec l'Italie, l'Uruguay et l'Angleterre. Ouais. Incroyable, extraordinaire. Et en grand nom, ils avaient personne. Non, ils avaient des gars, ils avaient le Navas. Keylor Navas. Il y avait Brian Ruiz qui était un peu connu dans le football européen. Alors je me rappelle, il y était oui peut-être, je pense. T'as sûrement raison. Mais tu vois, par exemple, il parle de Ruiz, et moi, il m'a moins marqué que Christian Bolanos. Alors, c'est des sensibilités, toujours, comme l'autre fois, je parlais de Sanchez en 2010, qui était connu bataillon pour beaucoup de gens. Mais ce joueur-là, sur cette Coupe du Monde-là, je m'en fous de le match qu'il a fait juste avant le début de la Coupe du Monde et celui qu'il a fait juste après. Mais pendant cette Coupe du Monde-là, ce joueur-là, Christian Bolanos, il m'a épaté. Et j'en ai plus jamais entendu parler, ni avant ni après. Tu vois, c'est des... Voilà. Donc, je sais plus pourquoi on en est venu à ça. Je sais plus. Voilà, on se perd trop. Là, à force de parler. Joueur iconique, tout, je sais plus. Voilà. Je sais plus. Non, mais c'est que si on essaie de se rattacher à. Oui, on essaie de se rattacher. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Par rapport à ce que tu dis, ce qui est bien, c'est que toi, il y a certains joueurs, tu les connais avant qui vont faire la. Moi, des fois, ce que j'aime bien avec les Euros, les Coupes du Monde, c'est découvrir des joueurs que je ne connaissais pas. J'adore ça. Je kiffe ça. Et souvent, je disais que moi, si j'étais recruteur, je recruterais pendant ces compétitions-là. Je repérerais, tu vois, je me ferais ma petite liste et tout, tu vois. C'est comme ça que je... Ouais, mais regarde, qu'est-ce que tu fais ? Je me fais agresser. Non, mais non. Bon, ce sont les aléas du direct, voilà. Qu'on appelle ça, un striker hein, qui rentre sur le terrain. Ouais, exactement, c'est striker. Le striker... Non mais en revenant sur ton sujet, regarde Mikkel Damsgaard qui a été très bon sur cet euro, sur l'euro de 2020. 2020, ouais. Et après, plus rien. Non, très bon il a perdu son niveau et ses cheveux. Très très bon exemple. Et je peux pas comme Bolanos, très très bon exemple. Mais voilà, pour revenir à ce que tu dis, c'est vrai que toi tu as cette chance, cette faculté de connaître des joueurs que moi je le découvre ou que tu me dis regarde-le lui, tac. Et c'est pour ça que moi je me régale sur les matchs de Marseille, je me dis ah tiens regarde lui. Ouais voilà c'est ça. Et oui, de se rattacher à des équipes. Alors moi j'ai un exemple, je vais revenir encore à 94. Avant la Coupe du Monde 94, tu sais, il y a une équipe qui dans les éliminatoires, elle étincelle. Et même nous en Europe, on est au courant. On est au courant et pourtant, comme je t'ai dit, on n'avait pas les mêmes... parce que Téléfoot en parle et tout, tu sais. C'est la Colombie. Et en fait, on se dit, cette équipe-là, au jour d'aujourd'hui, en 94, tu te rends compte elle était pour les bookmakers. Tu avais deux bookmakers sur 3, deux trucs de paris sur 3 qui la mettaient vainqueur de la Coupe du Monde. D'accord. La Colombie, elle en avait planté 5 à l'Argentine, chez eux. Ok. 5-0. Elle défonçait tout dans les éliminatoires. La Colombie, quoi, tu sais. Bon, en 90, oui, ils nous avaient marqué par Higuita, Valderrama, plus par les trucs fantasques. Après, ils avaient un bon jeu, attention, ça ressemblait un peu à la Colombie de 90. Ça se rapprochait du Barça de Guardiola, parce qu'ils avaient un truc qu'ils appellent en Amérique du Sud, je crois que ça s'appelle la Toque, c'est ce nom-là qu'on donne. Ce jeu court, là, tu sais, ce jeu court de nombreuses passes et tout. Tiki-taka. Ouais, un truc comme ça. Ouais, encore je crois que c'est peut-être différent, mais c'est peut-être pareil. Mais dans la façon de jouer. T'as compris, voilà, t'as compris, je vais pas te faire un dessin, tu connais le foot. Donc en 94, on parle de cette Colombie, et en fait, écoute, moi j'attendais, alors il n'y avait pas la France, donc j'attendais peut-être plus la Colombie que toutes les autres équipes. J'attendais deux choses, moi en 94, le retour de Maradona, parce qu'il y a eu ces problèmes avec la justice, la drogue et tout, et il revenait pour la Coupe du Monde, et la Colombie. Mais véridique, hein. Plus que l'Italie, plus que le Brésil, il n'y avait pas la France, donc je me suis rattaché à la Colombie, je vais suivre la Colombie.
Ce qu'on a de la Colombie, c'est qu'un mec qui a marqué contre son camp, qui s'est fait tirer dessus parce qu'il a marqué contre son camp, qui a perdu la vie. Andrés Escobar. Et puis, on n'a rien vu de la Colombie. On les a vus se faire laminer par la Roumanie de Giorgi Hagi, on les a vus marquer contre son camp contre les USA. Et je crois faire juste une petite victoire 1-0, je crois, contre la Suisse, à vérifier, mais je crois que c'est ça. Et puis voilà, donc voilà, c'était un rattachement que j'avais, donc c'est pour reprendre ton exemple, j'avais ce rattachement à cette équipe juste avant la Coupe du Monde. Mais c'est vrai que c'était pas parce qu'il y avait, comme tu dis, pas de grosses équipes ou pas de joueurs, ou tu vois, c'est qu'il n'y avait pas la France. Il n'y avait pas la France, Ouais. exactement, et puis ça m'a amené à ça, tu vois. Mhm. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu te dis, t'as envie. Après, moi, j'aime bien les surprises, tu sais. Il y en a beaucoup qui détestent la Coupe du Monde 2002 par rapport à tout ce qu'il y a eu, ces histoires de corruption avec la Corée du Sud ou quoi. Ouais. Mais moi, j'ai toujours aimé. Tu vois, ce qui est marrant, c'est que les deux Coupes du Monde où je trouve qu'il y a eu le plus de surprises, c'est là où la France, elle a flopé complètement en 2002-2010. Et en 2010, il y a eu beaucoup de surprises aussi, tu sais, le 2010, avec Ghana, tout l'Uruguay ça, aussi. l'Uruguay, qui a été exceptionnel, l'Uruguay. Mais tu vois, j'aime beaucoup ces Coupes du Monde-là, et c'est vrai que avant la Coupe du Monde, toi, tu t'es rattaché à la Géorgie avant la Coupe du Monde. Avant l'Euro. Avant l'Euro, pardon. Mm. Et c'est Après, vrai. se rattacher, c'est même pas Ouais. espérer qu'ils aillent loin. Oui, c'est. Mais c'est simplement dire, ouais. Je sais qu'il y a des bons joueurs, C'est ça. on peut kiffer. Je kiffe, et je sais que mon frère, il aime bien ça chez moi. C'est moi, je kiffe quand il y a des surprises. Et il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. Crois pas ça. Peut-être toi et moi on est comme ça, mais il y en a Le d'autres. Pays de Galles en 2016, ou l'Islande Ouais, il y en a en qui disent, ouais, 2016. c'est quoi ça, le Pays de Galles en 2016, l'Islande en 2016, tu vois, la Corée en 2002, le Cameroun en 90, tu vois, la Suède en Et c'est 90. aussi ça le football. Mais c'est ça Les qui est outsiders. génial, mais bien sûr. Sinon, on fait quoi? On leur dit de pas venir, hein. Allez, Oui, Brésil. tu fais un tournoi Mais de oui. 8, Mais c'est ça. les 3 meilleurs européens, les 3 Putain, meilleurs. la Croatie en 98. La Croatie en 98. Même la Croatie en 2018. Ou même en 2018 qui vont en finale. Parce que oui, on parle beaucoup de la Croatie qui a 98 qui te mène 3-0 l'Allemagne en quart là. Et qui après elle perd contre la France et presque elle les élimine. Et puis en 2018, voilà. Personne ne les met en finale. Mais c'est génial. Voilà ce qui me fait kiffer. Voilà, pour reprendre le sujet de base, ça heureusement que c'est encore là, tu vois. Ces Oui. compétitions sur un mois qui sont fantastiques et qui te permettent encore de te garder la flamme hors ton club. Normalement, ça partira pas. Ouais. Mais c'est limite, tu sais, c'est tellement long, l'attente, Ouais. que 4 ans, à des mois, je me dis, tiens, une Coupe du Monde tous les 2 ans. Ça serait bien. Ouais, mais je suis pas d'accord. Mais ça enlève tout le charme de la Ouais. Coupe du Monde. Je suis pas d'accord. Par contre, je suis pour un truc où beaucoup ne sont pas d'accord. Tu vois, moi, par exemple, cette formule de Ligue des Champions là actuellement, Ouais. je la kiffe. Et je Ah, sais c'est que trop bien. moi je la kiffe. Et si tu veux, je vais me vanter un petit peu, excusez-moi. Ben moi, avant qu'elle sorte, elle était beaucoup décriée avant qu'elle commence. Et moi, j'avais déjà senti le truc, comment ça allait se passer. Nous, avec Pascal, tous les mecs qui jouent à Football Manager, ils la connaissent d'avant. D'accord. Parce que ça fait, Je savais pas. ça fait déjà depuis 2023 qu'ils l'ont mis De cette façon-là. de cette façon-là. Ah, je savais pas. Et, Tu sais que moi, je connais pas tout ça. on voyait déjà le potentiel du truc. Ah, moi, je. Et là, tu te rends compte que Brest est 5ème. C'est génial. Bon, même s'il manque, C'est il manque génial. la moitié de la journée. Ouais. Lille peut être dans les 8 premiers. Ouais, Attends, c'est sûr, c'est exceptionnel. Mais moi, je suis content. Et c'est drôle parce que j'en parlais hier, parce que j'avais des collègues qui regardaient les matchs avec moi et qui me disaient ouais mais franchement c'est nul un peu cette façon de faire. Je dis ben non, je dis parce que regarde, des équipes qui se reposent un peu sur leur laurier, le Real Madrid qui joue jamais très bien les phases de poule mais qui excelle après sur la deuxième partie de saison, là ils sont obligés de se bouger le cul C'est parce ça. que là ils sont dans les 12 derniers. C'est ça. Donc tu n'as pas le choix. C'est ça. Ah, mais moi, je prône cette façon de penser. Et puis, comme je dis, je suis content. J'ai été visionnaire du truc et je suis content comment ça se passe. Ça confirme ce que je pensais de cette Ligue des Champions. Tout ça pour... Ah, Snow est de retour. Un peu plus. Ah, le pauvre. De toute façon, on va bientôt terminer. Je finirai pour te dire que par rapport à la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans, tout ça. Alors moi je suis pas pour tous les 2 ans, j'ai jamais été pour, pourtant c'est ma compétition préférée parce que j'aime bien laisser ce truc de l'euro au milieu quand même. Mais par contre, un truc qui n'est pas aimé par beaucoup, mais que moi je suis quand même assez curieux de voir, c'est la Coupe du Monde à 48. Tu vois, parce qu'il va y avoir encore plus d'équipes, Mais moi je suis content. Moi. plus d'outsiders. Oui. L'Afrique a droit à 10 participants, c'est énorme. Et c'est je pense mérité, hein. voilà, puis je pense que ça va être kiffant. Je
pense que ça va être kiffant et puis on étale pour une fois, pas sur 4 semaines mais sur 5 semaines. Donc voilà, donc moi ça va me faire kiffer, voilà. Et on va voir le format, comment ça se passe tout ça. Mais je pense. J'ai dit. Ah ouais, moi aussi, la Coupe du Monde. Un an et demi encore. Hein. Ouais, ça va vite passer, tu sais quoi, tu sais que ça passe vite le temps. Hein. C'est pour ça qu'il faut profiter. C'est un autre sujet ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, mais je pense qu'on a bien, étalé sur le sujet. On a bien fait raconter ma vie. Voilà. Ouais. Et puis, nous, on vous dit à la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine. Normalement, il sera là. Si tout va bien. Si tout est ok. Et puis, à la semaine prochaine. Si Montpellier prend 10-0 ce week-end. Ouais, c'est ça. Plaisante. Donc, à la semaine prochaine. Bon match de Ligue des Champions ce soir. Bon match, puis bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Allez, l'OM.